Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on a tout un épisode du podcast pour vous, étant donné que ça va être le début des éliminatoires de la NFL au cours du week-end. Alors, 6 rencontres seront présentées. On a vraiment hâte. Alors, en compagnie de Marc-André, on va faire un survol de cette rencontre de la première ronde des éliminatoires de la NFL. On va commencer par l'association américaine. Et on va également recevoir le maraudeur étoile des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy. Marc-Antoine qui a déjà participé au camp d'entraînement des Packers de Green Bay. Ça se passait en 2020 alors qu'il avait signé en tant que joueur autonome. On va lui parler de ça, mais également de ses projets personnels et de sa saison morte. Après coup, bien, on va faire un survol des rencontres qui seront présentées du côté de l'association nationale et toujours en compagnie de Marc-André. On va également faire un survol de ce qui s'est passé depuis la fin de la saison régulière au niveau des congédiements d'entraîneur-chef, de DG également à travers la NFL. On avait mis la table pour ça la semaine dernière. Donc, on va récapituler un peu, on va résumer tout ce qui s'est passé parce que ça a vraiment bougé énormément depuis la conclusion de la saison régulière du côté de la NFL. Mais sans plus tarder, Marc-André se joint à moi afin de parler de la première rencontre des éliminatoires. C'est une tradition comme on le voit peu de fois, Marc-André, c'est-à-dire les Texans de Houston qui vont jouer lors du tout premier match éliminatoire samedi après-midi. Ça va être la 8e fois depuis 2011 que les Texans vont jouer lors du premier tour éliminatoire et que c'est la première rencontre qui sera le botté d'envoi finalement de la ronde du wildcard. Ils jouent à 16h30 le samedi, heure de l'Est. Et leur fiche, Didier, dans ces rencontres-là, 5 victoires, 2 revers. Alors, pour ceux qui pensent que les Texans peuvent créer une surprise ici, ils ont quand même une bonne fiche dans cette case horaire-là. Mais j'ai bien hâte de voir son affrontement entre Justin Herbert et CJ Stroud. J'ai hâte de voir CJ Stroud. Écoute, les Texans n'ont vraiment pas la faveur populaire en ce moment. CJ Stroud a une fiche de 1 victoire, 5 revers contre des formations gagnantes cette saison. Plusieurs croient ici que les Chargers pourraient causer une surprise ou une certaine surprise sur la route. Ben, ça a été une saison décevante pour CJ Stroud. Là, bon, peut-être que ça sonne sévère de dire ça, mais il a mis la barre tellement haute la saison dernière. Mais écoute, ça a été décevant pour l'attaque en général des Texans de Houston. On marque en moyenne seulement 20 points et demi par rencontre. Alors là, on va affronter les Chargers qui ont une très bonne défense. Et du côté des Texans de Houston, la ligne à attaque a été un problème depuis le début de la saison, Marc-André. On n'a pas été Mhm. en mesure de bien protéger CJ Stroud. Écoute ça, Stroud a été sous pression 35 lors de 35 de ses reculs de passe. Ça, c'est le 4e plus haut total de la NFL. Et en plus de ça, l'attaque au sol en deuxième moitié de saison, elle a eu des ennuis. Je sais que Joe Mixon a été sélectionné afin de participer au Pro Bowl, mais on n'a pas été capable justement là, de courir avec succès avec le ballon lors de la deuxième moitié de la saison. Et on va affronter la défense des Chargers, qui est une des bonnes de la NFL. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Bon, oui, ça a bien été la semaine dernière, mais on jouait contre les Titans du Tennessee. Nico Collins a inscrit un touché. Stroud a juste joué une séquence. Au moins, on a été en mesure de terminer sur une bonne note, sur une note positive. Mais face à la défense des Chargers, là, ça pourrait être très difficile, je crois, pour CJ Stroud. Une chose à surveiller, c'est l'efficacité dans la zone payante aussi. Les Texans sont 26e cette saison en termes d'efficacité dans la zone payante. Dans la NFL. La défense des Chargers, en contrepartie, elle est la meilleure dans la zone payante contre les attaques adverses. Elle est au premier rang. Donc, c'est vraiment un affrontement clé, celui de la zone payante cette semaine. Et moi aussi, je pense que Houston, vraiment, on a marqué seulement 30 points 2 fois cette saison. L'attaque m'a laissé sur mon Imagine. appétit. CJ Stroud n'a pas connu un grand match. Tu as parlé de la défense des Mhm. Chargers qui joue du très bon football dernièrement. Même toute la saison, puisqu'on a, on a accordé on a accordé 301 points cette saison, mais c'est bon pour le premier rang dans la NFL. C'est le plus bas total dans la NFL du côté des Chargers. Puis l'attaque vraiment s'est mise en marche. Hein. Justin Herbert, lors des derniers matchs, on a vu l'émergence de Lal McConkey en attaque. Quentin Johnston a connu un match exceptionnel lors du dernier match. Je crois qu'il y a 13 catchs sur Ah oui, 14 tentatives. J'imagine qu'il a échappé l'autre il échappe ballon. aucune On le connaît. passe. Non, non.
Non. Non, non. Mais il a connu tout un fort match, mais on va avoir besoin de Quentin Johnston qui connaisse un fort match si on veut espérer faire un bout de chemin en éliminatoire du côté des Chargers. Mais j'ai bien hâte de voir l'attaque menée par Justin Herbert. C'est drôle parce qu'on disait en début de saison qu'on allait courir à outrance avec le ballon. On a un peu perdu cette identité-là, mais on a vu vraiment que Justin Herbert, au sommet de son art, on a marqué lors des 3 derniers matchs du côté des Chargers 108 points. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, Ouais, les Chargers, pour moi, pourraient connaître un parcours éliminatoire intéressant. Ouais, parce qu'on a été obligé de délaisser le jeu au sol. Souviens-toi, lorsque J.K. Dobbins s'est blessé, là, on n'avait plus de succès en courant avec le ballon, mais là, Dobbins, il est de retour depuis quelques matchs. Mais vraiment, Justin Herbert est en santé maintenant. Parce que ça, c'est quelque chose d'autre là, qu'il ne faut pas oublier. Herbert a été ennuyé par une blessure à une cheville pendant une bonne partie de la saison. Là, après l'avoir vu jouer spécifiquement lors des 2 derniers matchs, mais là, il semble vraiment avoir retrouvé la forme. Tu as mentionné le nom de Quentin Johnson. Pour moi, là, il est un des joueurs les plus importants des Chargers lors des éliminatoires parce que tout au long de la saison, lorsque je regardais les Chargers, je me disais, seulement on pouvait miser sur un receveur numéro un. Ça aiderait grandement. Parce que McConkey a été productif, il a été constant pendant toute la saison. Ça n'a pas été le cas de Johnson. On l'a vu échapper des passes. Il y a eu un match horrible. Je me souviens, c'était contre qui? Je crois qu'il a échappé 4 passes. C'était contre les Ravens de Baltimore. S'il avait attrapé toutes ces passes-là, peut-être qu'ils auraient pu vaincre les Ravens. Mais tout ça pour dire que Johnson a été repêché en première ronde. C'est un choix de première ronde en Mhm. 2023. C'est un joueur qui est talentueux. Il a un gros gabarit. Il a un bon ratio de vitesse avec son gabarit. Il est explosif. Puis là, s'il peut jouer à la hauteur de son talent, bien ça, là, ça pourrait être vraiment un joueur qui pourrait permettre aux Chargers de faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Et puis également Dobbins maintenant qui est en santé. Je pense qu'on va retourner un peu à nos sources, hein, Marc-André. On va courir beaucoup plus avec le ballon comme on le faisait en première moitié de saison, mais on mise sur Justin Herbert, comme tu l'as dit, qui a été en mesure de terminer la saison régulière en force. J'ai quelques statistiques à propos de Jim Harbaugh. Parce que là, je crois qu'on a l'avantage au niveau de la confrontation des entraîneurs. Demico Ryans est un excellent entraîneur, mais c'est pas Jim Harbaugh. Okay, Jim Harbaugh, avec les 49ers de San Francisco, 3 fois, il a atteint la finale d'association et une fois, il a mené les Niners à une participation au Super Bowl. Tout ça, c'est en 4 saisons. Donc, en 4 saisons, ou bien il était allé en finale d'association ou au Super Bowl. Alors, moi, je suis comme toi. Je Contre crois son que les frère, on Chargers s'en sont une souvient. équipe à surveiller lors des éliminatoires. Oui, contre son frère, le Super Bowl. Oui, à la Nouvelle-Orléans. La Où panne aura lieu le Super d'électricité. Bowl cette année? Oui, je sais, Ah, en j'étais dans le Nouvelle-Orléans. stade, écoute, pendant plusieurs minutes, ils nous disaient même pas qu'est-ce qui se passait. On était assis dans le noir dans le stade. On se demandait, mon Dieu, est-ce qu'il y a un attentat? Qu'est-ce qui se passe? Bref, mais ça avait été tout un match. Et le Super Bowl va avoir lieu à la Nouvelle-Orléans le mois prochain, justement. Alors, cette fois-ci, les deux frères en bas ils ne pourront pas s'affronter puisque les deux travaillent maintenant du côté de l'association américaine. Bref, tout ça pour dire, moi, je crois que les Chargers devraient l'emporter. Afin que Houston l'emporte, la défense, elle va devoir connaître un fort match. Elle est capable de le faire. Parce que Houston a réussi 49 sacs du quart cette année. Ça, c'est bon pour le 5e rang, en fait, le 4e rang dans la NFL. On mise sur Daniel Hunter, Will Anderson, qui ont respectivement réussi 12 et 11 sacs du quart. On a un bon duo. On a une bonne tertiaire également menée par Derek Stanley Jr., qui lui a réussi 5 interceptions. Alors, c'est la défense de Houston qui va devoir connaître un match du tonnerre si on veut accéder au deuxième tour. C'est pas impossible parce qu'on va jouer à domicile avec une foule bruyante qui sera derrière nous. Mais malgré tout, moi, je choisis les Chargers pour l'emporter. Toi, qui tu choisis? Les Chargers vont venger leur dernière présence en éliminatoire. On s'en souvient, ils menaient 27-0 à la mi-temps contre les Jaguars. Ils ont perdu 31-30. Ah, C'était à l'époque de ton entraîneur chouchou, Brandon Staley. Mais moi aussi, je pense ah. que les Chargers vont J'aurais l'emporter congédié immédiatement sur les après la Texans. rencontre en plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je Là, prends on les a un Chargers pour adulte au l'emporter. poste d'entraîneur-chef. Ouais, toi aussi, tu prends un Chargers. Ouais, Et Jim Harbaugh. un vétéran. Exactement. Là, on n'a plus un Un enfant vétéran. et voilà. On n'a plus un enfant entraîneur-chef du côté. Non, mais sérieusement, les Chargers, sérieusement, l'année dernière, ils ont gagné 5 matchs. Là, avec Harbaugh, ils participent aux Ouais. éliminatoires. Sauf que, même, on a moins de talent qu'on avait par le passé là, du côté des Chargers.
Et c'est ça, là, lorsque tu as un entraîneur-chef qui est un des meilleurs de la NFL, ben, il a eu un impact vraiment, Jim Harbaugh, cette saison 2024 des Chargers. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire en éliminatoire. Les Steelers de Pittsburgh vont affronter les Ravens pour la troisième fois de la saison, mais pour la première fois en éliminatoire cette saison. Ça sera samedi à 20h. Donc, les Steelers, vraiment, ça va être le troisième duel entre les deux équipes cette saison. On a vraiment l'impression, on garde en mémoire la dégelée, la plus récente dégelée de 34-17 des Ravens sur les Steelers. Et les Steelers dédiés deviennent la troisième équipe de l'histoire à entrer en éliminatoire avec une séquence d'au moins 4 défaites. Et les trois autres équipes, il n'y en avait seulement qu'une qui a avancé au tour suivant, c'était les Jets en 1986. Hmm. Ouais, ça, c'est rien pour mettre en confiance les partisans des Steelers. Et puis, comme tu l'as dit, on s'est affronté 2 fois en saison régulière le 17 novembre. Ben, c'était les Steelers qui avaient eu le déçu par 2 points. Ils avaient gagné Mhm. 18-16 contre les Ravens de Baltimore. Mais le 21 décembre, là, les Ravens avaient complètement éclaté les Steelers. Ils avaient gagné 34-17. Écoute, Derrick Henry avait connu un fort match. Moi, je me souviens pas, là, ce match-là, ça 162 m'avait verges au vraiment sol. impressionné. Ouais, ouais, puis je me souviens pas la dernière fois que j'avais vu les Steelers se faire traverser au sol de Mhm. cette façon-là. On sait que traditionnellement, les Steelers ont une excellente défense, mais l'attaque des Ravens, qui est la meilleure de la NFL, ça avait tout simplement été trop pour Pittsburgh. Alors, j'ai bien hâte de voir si on pourra mieux jouer du côté des Steelers défensivement au cours du week-end lors de ce match éliminatoire. Mais c'est une grosse commande, c'est ça mentionné. Les Steelers ont vraiment pas bien terminé la saison régulière. Puis la défense qui jouait bien, souviens-toi, au début de saison de Pittsburgh, Mhm. là, elle a vraiment ralenti. On parle beaucoup de l'attaque, on va en parler tout à l'heure. Mais défensivement, Marc-André, au cours de cette séquence de 4 défaites, les Steelers accordent en moyenne 381 verges et ils ont accordé 27 points par rencontre. C'est incroyable. Tu parles en attaque. Euh, une chose qu'on peut peut-être exploiter du côté des Steelers en attaque, c'est la défense qui est assez poreuse, notamment la tertiaire des Ravens de Baltimore. La défense des Ravens a accordé 58 passes de plus de 20 verges cette saison dans la NFL. C'est bon pour le troisième plus haut total dans le circuit. Ce que ça me dit, moi, c'est que on a un quart en Russell Wilson qui est reconnu pour lancer des ballons précis dans les zones profondes. Je pense que George Pickens pourrait être une clé pour les Steelers. Va devoir capter quelques longues passes. On a vu la semaine dernière, il semblait désintéressé. George Pickens, ça n'a pas été un fort match pour lui. C'est un peu ça, hein? C'est tout ou rien dans le cas de George Pickens. Je pense que c'est un problème d'attitude et de caractère et de leadership. Mais bref, j'imagine qu'il va se lever ou il va se présenter pour un match éliminatoire, George Pickens, mais ça pourrait être une clé pour les Steelers, Est-ce selon que tu moi. es sûr? Est-ce que tu es Non, je suis certain pas qu'il va se sûr. présenter? Parce Non, que, non, mais non, je suis sérieusement, pas George sûr. Pickens, c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? La semaine dernière, écoute, à un certain moment donné, il s'engueulait avec les partisans des Steelers qui étaient naturellement dans les estrades. Je me souviens pas, je pense que c'est TJ Watt qui a dû aller le voir pour le ramener sur les lignes de côté. Il a échappé des passes. Il n'est pas fiable, George Pickens. Écoute, il est tellement talentueux en plus, mais moi, j'en voudrais pas dans mon équipe. Ce que tu sais pas, là, avec son attitude, est-ce qu'il va être assez concentré ou pas? Il est vraiment capable du meilleur comme du pire. Moi, je me tiendrais loin de George Pickens. Je ne sais pas. Les Steelers sont capables de dénicher des receveurs talentueux d'en repêcher, mais c'est toujours des cas problèmes. Souviens-toi, Antonio Brown, c'était un peu la même chose. Tu as parlé de la Mhm. défense des Ravens avec raison. Hein, Martavius on en avait Bryant, parlé tout au long de la saison. Oui, oui, Martavis, ben oui, c'en est un autre, ça, Plaxico qui avait un Burress, c'était pas talent fou. facile non plus. Ouais, 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 Plaxico s'est replacé, puis là, tu sais, ça a bien été une fois qu'il Ouais. a joint les Giants, avait permis aux Giants de même gagner un Super Bowl. Même Mais c'est encore, il vrai, y avait des Martavis Bryant, histoires j'avais dans les oublié. bars, mais bon. Ouais, mais ça arrivait après, ça arrivait après. Ça... Non, est-ce qu'il jouait encore Ouais. quand c'est arrivé, ça? Son Ouais, je pense accident que avec l'arme oui. à Je feu pense ou que c'était oui. après? Ouais, Ouais, ouais. il était toujours un membre Dépendant, le des Giants, joueur. hein. Ouais, ouais. Toi, c'est ça qui a mis fin à sa carrière. Mais bref, on Mais, s'éloigne mais, mais, de notre mais sujet. George Pickens, Ouais, vas-y. Didier, était à 900 verges avant la rencontre. Il avait besoin de 100 verges pour une saison de 1000 verges. Il a terminé la saison à Hmm. 899. C'est quand même fou, ça. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut rien dire de bon concernant George Pickens, tant qu'à moi. Puis écoute, non, mais sérieusement, s'il se présente, s'il est calme, s'il est en maîtrise de ses émotions, il pourrait connaître du succès contre la défense des Ravens. Ça, on en a parlé tout au long de la saison. Tu as mentionné les statistiques, la tertiaire de Baltimore.
qui a connu des ratés durant la saison régulière. Toutefois, défensivement, les Ravens ont été en mesure de terminer la saison en force. Lors de leurs 7 dernières rencontres, ils ont accordé en moyenne 15,4 points par rencontre. Durant cette période-là, ça, c'est la meilleure performance défensive de toute la NFL, rien de moins. Alors, est-ce que ça va se poursuivre lors du match éliminatoire contre les Steelers? J'ai bien hâte de voir ça. Alors que du côté de l'attaque de Pittsburgh, ben, là aussi, on n'a pas bien terminé la saison régulière. Là. Autant comme du côté de l'unité défensive, la magie que Russell Wilson a démontré lorsqu'il s'est amené au sein de la formation partante en remplacement de Justin Fields, on dirait que ça a disparu. Mais justement, pourquoi pas donner du temps de jeu à Justin Fields? Je ne dis pas d'en refaire le carrière partant, mais pourquoi pas lui donner une séquence ou deux ici et là, surtout si on connaît un mauvais début de rencontre du côté de Pittsburgh. Parce que Justin Fields, il est explosif. C'est un des joueurs les plus dynamiques de la NFL. On sait qu'est-ce qu'il peut faire. Oui, il a des carences en tant que passeur, mais c'est possiblement le meilleur athlète au sein de la formation des Steelers. Il est vraiment un athlète phénoménal. On parle d'un match sans lendemain, là, Marc-André. Alors pourquoi garder Fields sur le banc pendant toute la rencontre? Moi, si Russell Wilson, pas juste si Russell Wilson connaît un mauvais début de rencontre, j'espère que durant la semaine de préparation, là, au moment où on se parle, les Steelers sont en train de faire là, des packages pour Justin Fields, justement, pour l'envoyer dans la mêlée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je crois vraiment que l'attaque de Pittsburgh a vraiment besoin d'une étincelle. Tu vois, je pense pas ben, c'est une bonne idée, en fait, mais je pense pas que Mike Tomlin je pense que, peut-être, je vois pas Mike Tomlin changer d'idée en cours de match. Je pense que c'est un gars très cartésien qui croit en Russell Wilson. On a décidé de laisser Justin Fields sur le banc au profit de Russell Wilson alors qu'il revenait d'une blessure. Je pense pas qu'on va faire le changement, mais je comprends l'idée. Souvent, on voit juste Mais je Justin ne parle pas d'un Fields, du côté changement, des là, je parle Steelers juste de lui donner quelques séquences, de tu sais. package, De lui donner de quelques séquences quelques jeux, autour de la mais rencontre. Oui, mais oui, ou même près de la zone début, si on se rend dans la zone critique. Tu sais, quand tu as un carrière qui est aussi rapide que Justin Fields, hein, mais on le justement, voit utiliser déjà ses embarqué jambes, en tu sais, peut-être situation de pourrait court marquer un gain, non? toucher. On le voit déjà embarqué en situation de court gain, des fois en 3 Pas, et pas, 1, pas tout le 4 et temps. 1, 4 et 2. Pas tout le Non? temps, mais je parle pas juste de situation de court gain. Je parle de lui donner une séquence au complet, là. C'est de ça que je parle. Surtout si l'attaque en arrache, comme c'est le cas depuis un mois. Parce que la semaine dernière, là, c'était presque pathétique, là, les ennuis des Steelers du côté de leur attaque. Il faut C'est faire un quelque luxe chose. On ne peut d'avoir pas ces 2 garder le cas. statu quo. Non, c'est sûr, c'est un luxe d'avoir ces 2 corps-là, mais c'est des corps tellement différents à des aux atouts tellement différents. Russell Wilson a déjà couru avec le ballon, mais il fait son âge, je dirais. C'est, l'époque où ce qu'il courait avec le ballon avec les Steelers est loin derrière nous, mais je pense que c'est un luxe. Ouais, c'est pas fou. Peut-être que Mike Tomlin nous écoute, puis va prendre, des conseils de toi, Didier. Écoute, je Ah, pense écoute, que dans je un le match sans souhaite, lendemain mais. Mhm. dans un match sans lendemain, je pense que tu dois trouver des solutions quand l'attaque ne fonctionne pas. J'ai vraiment hâte de voir le début de match des Steelers en attaque, ça, c'est sûr. Ouais, puis écoute, on n'a même pas parlé de Lamar, sur qui il y a beaucoup de Ouais, je pression, m'en là. allais là. C'est C'est ça même qu'on veut Lamar, savoir. ouais, vas-y, ouais. Qu'est-ce que tu as à dire? Ben, mais je m'en allais dire que les gens à la maison nous entendent parler des Steelers en ce moment. Puis ce qu'on veut savoir, les gens crient en ce moment, te crient Didier, Lamar Jackson en série, en éliminatoire, c'est un choker. Fiche de 2 victoires, 4 défaites. Hey, Une hey, moyenne hey. seulement de 16 points par match en éliminatoire. C'est la plus basse moyenne de points pour un quart depuis 1992. Lamar Jackson, c'est pas compliqué. Il a plus de victoires en éliminatoire, il a autant de victoires en éliminatoire que de titres de joueur par excellence de la NFL. Ouais, je sais, écoute, les Ravens n'ont jamais marqué plus de 20 points en 6 rencontres éliminatoires avec Lamar Jackson au poste de quart. Puis lui-même, il le disait, là, tu sais, il a dit qu'il tentait d'en faire trop lors de ces rencontres-là. Puis là, on va voir si justement, là, ben, il va pouvoir jouer à la hauteur de son talent. Mais il n'y a pas juste lui à blâmer dans ça. Surtout l'année dernière, là, lorsqu'on a perdu à domicile contre les Chiefs de Kansas City. Coordinateur offensif, Todd Monken, écoute, il est arrivé avec le pire plan de match qu'il n'y a pas. Les Ravens misaient l'année dernière sur la meilleure attaque au sol de la NFL. On a couru seulement 6 fois lors de cette rencontre-là avec nos porteurs de ballon. Là, ça ne va pas se répéter cette année. Je ne peux pas croire que ça va se répéter ce week-end. Surtout qu'on mise sur On a été Derrick chercher Henry Derrick dans le champ Henry. arrière.
Oui, justement, alors là, Todd Monken, il est mieux là, de connaître un bon match au niveau de la sélection de ses jeux avec Derrick Henry dans la charrière. Regarde, il n'y en a pas d'excuses pour les Ravens de Baltimore. Je sais que traditionnellement, les Steelers jouent bien contre les Ravens, mais là, on se connaît bien d'un côté comme de l'autre. Mais là, tu as Derrick Henry dans la charrière pour épauler Lamar Jackson. Alors, Todd Monken, il est mieux d'arriver avec un bon plan de match. Il semble toutefois que Zay Flowers va rater la rencontre. Il s'est Ouais. blessé la semaine dernière en première demi lors du dernier match Est-ce que ça de la t'inquiète? saison régulière des Ravens de Baltimore. Non, je crois que moi, je choisis les Ravens. Je choisis les Ravens malgré l'absence de Zay Flowers. Tu sais, on mise quand même sur Rashad Bateman. Mark Andrews a terminé la saison régulière en force. Écoute, là, il y a plusieurs armes à la disposition de Lamar Jackson. Lamar vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. Écoute, moi, je souhaite voir Lamar participer au Super Bowl juste pour le fait à quel point il est travaillant, à quel point il s'est amélioré en tant que passeur depuis son arrivée dans la NFL. Alors, moi, je choisis les Ravens de Baltimore afin de l'emporter contre les Steelers. On va courir. Je peux pas croire qu'on courra pas. Je peux pas croire qu'on va faire la même erreur 2 années de suite. Moi aussi, je prends les Ravens parce que les Non, il Steelers peut pas. vraiment jouent du mauvais football. Parce que les Steelers vraiment jouent du mauvais football, depuis quelques matchs, 4 défaites de suite, je l'ai dit. C'est vraiment pas de bon augure. Moi aussi, je pense que je sais pas si les Ravens vont se rendre jusqu'au bout cette saison, si c'est l'année des Ravens, mais je pense on va venir à bout des Steelers et je vous dirais même que selon moi, ça sera pas serré comme rencontre également. Les Broncos de Aussi, les Steelers Denver. perdent. Vas-y, Excuse-moi de Didier. t'interrompre. Je fais toujours le coup à toutes les semaines. Tu as l'impression que j'ai terminé, Ouais. puis je reviens à la charge. Mais je veux juste dire, euh, moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Pittsburgh si jamais on se fait éliminer. Tu sais, on n'a pas gagné de match éliminatoire depuis 2016 du côté des Steelers. La dernière fois qu'on a gagné un match éliminatoire, c'est en 2016 au Arrowhead Stadium. J'y étais. C'était contre les Chiefs. On avait éliminé les Chiefs de Kansas City. Ben Roethlisberger jouait encore à cette époque-là. Mais parce que là, il y a des rumeurs qui circulent tu sais, à Pittsburgh, parce que les partisans ne sont pas contents du fait justement qu'on a une disette en éliminatoire, que oui, on a toujours des saisons gagnantes avec Mike Tomlin à la barre de l'équipe, mais que c'est ça, on ne gagne pas de match en éliminatoire. Puis on dirait que ça va être le cas encore une fois cette année. Je vais juste mentionner ça. Ce serait intéressant de voir. Je sais que la Les famille Rooney, elle est très patiente et Tomlin est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Mais je vais juste le mentionner au cas où. Là. Si jamais les Steelers perdent la rencontre, il faudrait garder un œil là-dessus. Les Broncos de Denver vont se rendre à Buffalo pour affronter les Bills qui sont 8-0 à domicile au Highmark Stadium. La rencontre, ça se passera dimanche à 13h. Je suis pas convaincu que les Bills sont heureux d'affronter les Broncos au premier tour éliminatoire et leur solide défense. Ben écoute, pour les Bills de Buffalo, là, c'est tout ou rien, là, parce qu'à tous les ans, on croit que les Bills sont des favoris afin de participer au Super Bowl, même de l'emporter. Josh Allen a connu une brillante saison. Le match va avoir lieu à Buffalo. Euh, regarde, la défense des Broncos, elle est solide. Excuse-moi. La défense des Broncos, elle est solide. Elle a terminé au premier rang de la NFL au chapitre des sacs du quart. Alors, est-ce qu'on pourra bien protéger Josh Allen, étant donné qu'on l'a fait tout au long de la saison? On a bien fait au niveau de la protection des Bills de Buffalo. Mais moi, c'est une des premières choses que je vais surveiller lors de cette rencontre. Pour les Broncos, ça va être un premier match éliminatoire depuis la saison 2016, depuis qu'on a gagné le Super Bowl 50 avec Peyton Manning. Imagine-toi, là, on n'a pas participé aux éliminatoires depuis cette saison. La défense des Broncos, elle est solide, mais toutefois, si on enlève le match la semaine dernière, on a blanchi les Chiefs de Kansas City, bon, c'est les joueurs réservistes des Chiefs qui jouaient, on a accordé de la semaine 13 à la semaine 17, Marc-André, 27,3 points par rencontre. Alors, oui, la défense des Broncos a été solide durant la grande majorité de la saison, mais pas en fin de saison. Alors, on va affronter l'attaque des Bills qui a eu une séquence de 9 matchs au cours de laquelle elle a marqué plus de 30 points. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir si on pourra faire la visite dure à Josh Allen. Parlais des sacs tout à l'heure. Les Broncos ont effectué 63 sacs. C'est bon pour le premier rang dans la NFL. Et à l'inverse, Buffalo en a accordé seulement 14. C'est le meilleur, c'est le plus bas total dans la NFL. Donc, c'est la quatrième fois seulement depuis 1990 que l'équipe qui a accordé le moins de sacs va affronter l'équipe qui en a effectué le plus dans la NFL.
Et 3 fois, les trois autres fois, l'équipe qui a effectué le plus de sacs a gagné. Donc, théoriquement, cette statistique-là Ah prouve oui. que les Broncos pourraient l'emporter, mais moi aussi, je pense que les Bills vont l'emporter parce que, justement, on a une attaque explosive. On n'a pas besoin vraiment de Josh Allen non plus. Sais-tu, écoute, je vais te poser une question quiz, dis, sais-tu, c'est quoi sa moyenne de verges par la passe, Josh Allen, cette année, Non, vas-y, je t'écoute. par match? 219 seulement. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est que l'attaque de Joe Brady, ben, ça se passe vraiment par le jeu au sol. Puis oui, Josh Allen est potentiellement le joueur par excellence. Il y a du succès au sol. On a couru avec James Cook. On a de la profondeur également du côté des Bills. Et de l'autre côté, on a un corps recru. Hein? Bo Nix, la fiche d'un corps recru depuis 2015, 3 victoires et 8 défaites en éliminatoire. Et deux de ces 3 victoires-là, c'était Brock Purdy l'année du Super Bowl, ben, l'année dernière, mais non, v'là 2 ans, en tout cas, bref. Là, Il a 2 ans, sa première remporté année, deux de ouais. ces Ça trois va victoires. 2 ans. Ouais, ouais, c'est exact. Deux de ces 3 victoires-là. Donc, moi aussi, Bo Nix a terminé la saison en force, 21 passes de toucher contre seulement 6 interceptions à ses 6 derniers matchs. Mais j'ai bien hâte de voir Bo Nix. Je pense que c'est une. Les Broncos, en ce moment, c'est le traditionnel. On est en reconstruction et on a vraiment été trop rapide dans notre reconstruction. Je pense qu'on va être là pour apprendre à Buffalo du côté des Broncos. Puis je pense que les Bills vont l'emporter. Ouais, ben, du moment que tu as une bonne défense, ça a toujours une chance, là. Peu importe la rencontre, là. C'est Hmm. juste que l'attaque des Bills est tellement explosive, puis on a changé l'identité de cette attaque-là. Cette année, on a misé beaucoup plus sur le jeu au sol. James Cook a mené la NFL en saison régulière pour le nombre de touchés par la voie terrestre, si je me trompe pas. Alors ça, tu sais, ça devrait en théorie enlever de la pression sur les épaules de Josh Allen, qui des fois, lors des matchs éliminatoires, justement, là, il tentait de trop en faire, il tentait là, de tout faire. Mais tu fais bien de mentionner Bo Nix puis la statistique pour les carrières recrues. Parce que quand tu arrives en éliminatoire, c'est différent. Alors, j'ai hâte de voir si Nix va continuer de jouer avec Caplon, comme il l'a fait durant la grande majorité de la deuxième moitié de la saison pour les Broncos de Denver. Mais pour les Broncos, s'ils veulent causer une surprise et l'emporter, ça ne va pas passer par Bo Nix. Ça va passer par le jeu au sol. Parce Ben, que c'est la ça qui défense des m'inquiète. Bills, ouais, ben, c'est ça. Non, non, mais t'as raison, t'as raison de t'inquiéter. Parce qu'on peut courir contre les Bills. OK? Ça, c'est clair. Là, on est rendu au mois de janvier. Toute la saison régulière a été jouée. On connaît bien l'identité des équipes là, qui sont en éliminatoire. Et les Bills, notamment, ils en arrachent. Bon, contre la course, souviens-toi, il y a un match contre les Rams. Là, ce qu'ils ont perdu à Los Angeles. Sean McVay a été patient avec le jeu au sol. Il avait couru une quarantaine de fois. Si tu es patient avec ton jeu au sol, éventuellement, tu peux connaître du succès contre la défense de Buffalo. C'est une défense sur laquelle on mise beaucoup sur la rapidité, mais on n'est pas très costaud en défense. Donc, on peut se faire brasser entre guillemets. Et en plus de ça, c'est patient avec le jeu au sol, mais ça garde Josh Allen sur les lignes de côté. Mhm. L'attaque de Buffalo n'est pas sur le terrain. Et en plus de ça, la défense des Bills, elle s'est classée seulement au quatrième rang. En fait, j'ai au quatrième rang. Elle a le quatrième plus haut pourcentage de troisième essai accordé, 43,8. Alors, on accorde des longues séquences, ça garde Josh Allen sur les lignes de côté. Alors ça pourrait être la recette qui pourrait permettre aux Broncos de causer une surprise. Moi, je vois un problème, c'est qu'on n'a pas un jeu au sol efficace côté des Broncos. On a un carrousel de porteurs de ballon. Javonte Williams, depuis sa blessure, n'est pas l'ombre de Mhm. lui-même. On a vu Audrey Estimé, on a vu Jalen McLaughlin, on a vu d'autres porteurs de ballon également. Peut-être même que ce sera Bo Nix la solution au sol, un peu à l'image de Josh Allen. Mais c'est ça le problème, selon moi. On n'a pas vraiment un porteur de ballon, disons, vedette ou qui a connu du succès cette saison du côté des Broncos. Donc, oui, l'idée de courir contre les Bills, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on a les effectifs pour le faire? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Non, je suis d'accord avec toi, mais on n'aura pas le choix d'essayer de courir là, avec ces porteurs de ballon-là, Marc-André, puisque tu peux pas mettre tout le plan de match sur les épaules de carrière recrue qui va effectuer le tout premier départ de sa carrière en éliminatoire, en territoire hostile, avec la foule qui va être incroyable à Buffalo. On a faim, là, on a soif de victoire, on a soif pour un Super Bowl à Buffalo depuis toujours, là, OK? Depuis toujours, les partisans des Bills n'ont pas oublié les 4 défaites consécutives de leur équipe favorite au début des années 90.
Alors, ça va être incroyable, l'atmosphère là-bas. Moi, personnellement, je choisis les Bills pour l'emporter. Ils sont en mission. Alors, je crois qu'ils vont défaire les Broncos de Denver et Bo Nix effectuera le premier départ de sa carrière en éliminatoire. Je l'ai mentionné plus tôt, je réitère mon choix. Moi aussi, je prends les Bills. Oui, bon, ben, on est 2-2. Alors ça, ben, ça conclut les matchs de l'Association américaine. Un peu plus tard, on va faire un survol des rencontres qui seront présentées du côté de l'Association nationale. Mais tout d'abord, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le maraudeur étoile des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy. On a discuté de plusieurs choses. On a discuté, bon, de sa saison morte, de la saison morte des Alouettes, du départ de Cody Fajardo, et également de son séjour avec les Packers de Green Bay, parce qu'en 2020, Marc-Antoine, après sa carrière universitaire avec les Carabins, il avait signé à titre de joueur autonome avec les Packers et c'était l'année recrue également de Jordan Love. Alors, il a pu côtoyer Jordan Love lors de son séjour à Green Bay. Alors, je vous invite à écouter l'entrevue, la conversation que j'ai eue avec Marc-Antoine Dequoy. Et puis, après cette converse, eh bien, on va mettre la table pour les matchs éliminatoires du côté de l'Association nationale. On accueille maintenant le maraudeur étoile des Alouettes de Montréal. Marc-Antoine, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, Didier. Ben écoute, tout d'abord, avant de parler bon, des Alouettes, de la saison morte qui a été très occupée du côté des Alouettes, parle-nous de ta saison morte. Qu'est-ce que tu as fait depuis la fin de votre saison? Puisque tu as été quand même assez occupé. Ouais, assez occupé. Je dirais qu'une fois que le football est terminé, ça a assez roulé de mon côté. Je reviens d'un petit séjour au Panama. De faire une émission de TV ici sur les ondes de TVA qui s'appelle Sortez-moi d'ici. Fait que j'ai été me tester dans le jungle, voir comment que je survis dans cet environnement hostile. Je te dirais que je suis très confortable à la maison. C'était toute une expérience. Puis c'était bien le fun, par exemple. J'ai très hâte que le monde puisse voir ça. Oui, parce que je sais que tu ne peux pas en dire beaucoup, là, étant donné bon, que l'émission n'est pas encore en ondes. Mais c'était comment, là? Tu étais dans la jungle, là, tu viens de dire, là. C'était comment cette expérience-là, là? C'était assez, pour vrai, c'est vraiment, c'est fou. Puis c'est ça aussi, tu sais, on est limité sur qu'est-ce on peut parler parce qu'évidemment, c'est pas encore sorti. Mais tu sais, vraiment, de l'expérience que j'ai vécue, c'est la vraie chose, là. Tu sais, je savais pas à quel point qu'on allait être vraiment dans la jungle. Je savais pas à quel point que tu sais, c'était pas tant de la télé, c'était vraiment un peu de la survie à certains niveaux. Fait que j'ai été surpris. Je te dirais que la première nuit, là, j'étais dans le lit de camping, pas de matelas, un oreiller mou. Il faisait 36 degrés, je suais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Je pense que tout le monde a eu ça, mais l'expérience était incroyable. Pour vrai, on était vraiment affrontés à nos peurs. Puis de mon côté, tu sais, j'ai des peurs qui sont assez présentes au niveau des insectes, mais je suis content quand même de l'avoir fait Ah, puis puis là, d'avoir tu étais pu dans la jungle, éviter. ouais. Ouais, c'est ça. J'étais en jungle, mais aussi, tu sais, le concept de mission, c'est que tu fais face aussi à tes peurs dans des compétitions contre peu importe quel type de bébé tu veux imaginer. Fait que de mon côté, ça a été assez challengeant face à ça, mais pour vrai, je suis surpris, puis je suis quand même fier de moi d'avoir affronté certaines peurs que j'avais. Fait que j'ai hâte que ça puisse sortir, puis je puisse en parler un peu plus. Ouais, bon, ben écoute, parfait. Écoute, on va surveiller ça. Puis ça, c'est tout un changement. Bon, naturellement, après la saison, si tu voulais décrocher, j'imagine que ça a été une très bonne façon de décrocher de la dernière saison. Vous avez connu, bon, une belle saison. Malheureusement, ça s'est terminé lors de la finale de l'Est. Dis-moi, tout d'abord, comment tu as vécu ça, tu sais, de voir les Argonauts qui vous ont éliminé une semaine auparavant, ben, soulever à bout de bras la Coupe Grey? Ah, c'était très difficile. Tu sais, je pense que c'est un peu le copier-coller de l'année passée. J'ai l'impression où est-ce que on était chez eux, on les a battus, on a gagné à Coupe Grey, ils sont venus chez nous, ils nous ont battus, ils ont gagné à Coupe Grey. Puis, tu sais, dans ce match-là, tu sais, de mon côté, à moi, je veux dire, c'était un match littéralement d'erreur. C'est pas plus simple à dire. Puis il y a eu tellement de revirements. Puis
c'est tellement difficile d'après ça de pouvoir gagner un match de football. Puis ça, même à ça, on était à 2 points. Fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions face à ça. Puis je pense que le mot d'ordre, c'était vraiment c'est l'exécution. On a tellement une bonne culture cette année. On a parlé, on a communiqué. C'était quoi le plan de match? On savait qu'il fallait faire attention au environnement. Mais après ça, tu peux avoir le meilleur discours si tu gagnes pas, excuse-moi, si tu gardes pas possession du ballon. C'est tellement difficile après ça d'aller chercher une victoire. Puis pour eux autres, je veux dire, regarde, félicitations à eux autres, ils ont été capables ils ont perdu leur carrière avec une grave blessure pour Chad Kelly. Arbor Cole qui arrive, je veux dire, pour un match où est-ce que tout le monde les sous-estime, personne ne leur donne une chance et ils vont chercher cette victoire-là. Fait qu'ils ont fait face à énormément d'adversité, cette équipe-là, durant l'année, perdant leur carrière ils ont manqué leur carrière tôt dans la saison. Après ça, il est revenu. Après ça, ils l'ont perdu pour la finale. Donc, je pense que il a levé le chapeau sur leur performance qu'ils ont été capables d'accomplir la dernière année. Ouais, puis les choses changent tellement vite au football professionnel. Tu sais, il y a un an, bon, vous étiez toujours en train de célébrer votre conquête de la Coupe Grey. Cody Fajardo avait été sélectionné en tant que joueur par excellence de la rencontre. Vous avez permis d'effectuer une remontée spectaculaire pour défaire les Blue Bombers de Winnipeg. Puis là, ben, Cody Fajardo, il n'est plus là, là. Il va porter les couleurs des Elks d'Edmonton. C'est Davis Alexander qui va être votre carrière partant. Tout d'abord, commençons avec Cody, parce que, bon, tu as été son coéquipier. Vous avez gagné une Coupe Grey ensemble. Alors, dis-moi, ça a été quoi ta réaction? Parce que même à la fin de la saison, lorsqu'on vous avait rencontré au stade olympique, ben, déjà, il y avait des indications que peut-être qu'il n'allait pas être de retour avec votre formation. Mais quand tout ça est devenu officiel, ça a été quoi ta réaction là, d'apprendre que Cody Fajardo n'allait pas être de retour? Parce que vous partagez des excellents souvenirs qui sont impérissables à la suite de votre conquête de la Coupe Grey en 2023. Ah, 100%. Puis tu penses à ça, tu te dis, c'est quelqu'un que, grâce à lui, l'organisation ont maintenant rapporté leur 8e Coupe Grey, puis ils ont réussi à sortir. Et les joueurs, évidemment, je veux dire, tout le monde en fait partie, mais le carrière est de la pièce primordiale de l'équipe. Fait qu'il a amené cette 8e Coupe Grey à l'équipe. Ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas été à Coupe Grey, qu'on n'avait pas gagné. Donc, pour moi, c'est tellement des beaux souvenirs, puis c'est quelqu'un que c'est un ami pour la vie, c'est un coéquipier que j'ai tellement de respect envers l'humain qui est, puis la personne, puis le compétiteur qu'il est. Fait que, tu sais, quand cette nouvelle-là est arrivée, c'est sûr que du côté humain, du côté joueur, c'était très difficile d'accepter ça. C'était triste de le voir partir, mais après ça, du côté business, je comprends aussi le fait que Davis Alexander, qui est un incroyable corps, puis c'était vraiment un gros dilemme parce que les deux, c'est des bons carrières, puis les deux, on peut gagner avec. Mais je comprends au niveau de l'organisation, il faut que tu vois pour le futur, puis ils ont décidé de faire le choix. Puis je pense que c'est juste la triste réalité du sport professionnel, que c'est des choses comme ça qui arrivent. Mais, tu sais, pour moi, les deux hommes, j'ai autant de respect. Puis on s'avait parlé juste avant au Stade olympique pour un peu la fermeture de la saison, les dernières interviews. Puis, tu sais, ça mijotait un peu sur la décision. Et tu sais, on avait un peu ce sentiment-là que ça se peut que ça soit Davis qui reste. La seule façon qu'on voit que les deux restent, c'était qu'ils aient réussi à avoir une entente, mais en même temps, c'est deux corps arrière que ils sont faits pour être des carrières partants, puis sont faits pour des carrières qui lient l'équipe. Fait que c'était comme si on avait un petit doute, mais en même temps, t'étais pas trop sûr parce que c'est quand même Cody Fajardo, le joueur qui nous a fait gagner à Coupe Grey il y a un an de ça. Fait que c'était un peu plus, je te dirais, une décision où est-ce que j'étais content que je n'avais pas à participer. Parce que c'est tellement une décision déchirante, surtout en Ouais. tant que joueur. Fait que quand la nouvelle était annoncée, moi, c'était... Bon, tu sais, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là, mais en même temps, j'étais déçu de voir partir parce que c'est un incroyable joueur qui a tellement donné pour l'organisation. Mais je sais qu'avec Davis Alexander, c'est un joueur que je vois depuis 3 ans avec les Alouettes. La progression qu'il a eu, le bras qu'il a, puis je suis content qu'il y ait eu un peu cette lumière-là sur lui avec les 4 victoires, puis la situation qui est arrivée avec son père. Tu sais, il a forgé un peu un caractère aux Alouettes, puis l'identité que les Alouettes ont besoin. Mais aussi, j'ai hâte de voir cette année quand que le spotlight, comme on dit en bon français, est sur lui, où est-ce que tu es le carrière numéro 1, toute la pression est sur toi, le monde va game plan contre toi. C'est là qu'on va voir la vraie personne qui est, puis j'ai confiance qu'il va être capable de se relever le défi.
Oui, c'est parce que bon, c'est autre chose. Là, il était carrière numéro 2, comme tu viens de le mentionner. Il a connu énormément de succès en relève à Fajardo, mais en étant le carrière partant dès le départ, tu sais, ça c'est autre chose. Parce que là, il va avoir des attentes en plus. Puis vous avez eu de belles saisons lors des 2 dernières années avec Cody Fajardo comme carrière partant. Toi, de ton côté, tu sais, qu'est-ce qui te permet de croire? Qu'est-ce que tu as vu de la part de Davis Alexander que peut-être que nous, on n'a pas vu du côté des médias ou du côté des partisans, mais que toi, tu vois quotidiennement, étant donné que tu le côtoies, qu'est-ce que tu as vu de sa part qui te permet d'être en confiance, de croire qu'il va être en mesure de jouer de la façon qu'il l'a fait en relève à Fajardo, mais pendant 18 matchs, pendant une saison complète? Mais regarde, disons, les performances sur le terrain, on est tous capables de les voir, on est tous capables de juger, ça, je vous laisser les faire. Des affaires que vous ne voyez pas, mais c'est dans le vestiaire. Puis je vais vous donner une petite anecdote assez intéressante. On joue au pickleball, on a un net puis un petit terrain de pickleball qui est quand même dans les réglementations, mais qui est dans notre vestiaire. Puis on joue là durant la saison morte. On sait que Jason Moss est un grand joueur de pickleball et il a instauré ça quand il est rentré dans l'équipe. Et aussi, Davis et Cody, c'était deux très bons joueurs de pickleball. Et Davis, dans les 2 dernières années, j'allais toujours le voir, puis j'allais toujours lui dire, tu veux parier combien? C'est sûr que je te bats devant tout le monde. Je m'étais un peu comme, il est un peu meilleur que moi, je dois l'avouer, mais on est quand même à même niveau. Mais je mettais beaucoup de pression. J'allais le voir, puis je disais, c'est sûr que tu vas pas être capable. Puis tu sais, quand on dit talk shit, là, je talk shitais à lui. Le plus que tu peux. Puis j'en mettais devant tout le monde. OK, tu veux quoi? 500 gouttes, juste là, OK, on le fait, on parie. Puis je buildais tout ça. Puis quand c'était le temps de jouer, écoute, il flanchait pas, il restait droit, il n'y avait même pas un mauvais coup. Puis tu sais, s'il faisait une mauvaise erreur, il était capable de revenir. Fait que tu sais, j'ai un peu vu son caractère à ce niveau-là. Puis c'est drôle parce que tu sais, c'est pas du football, mais tu sais, je pense que ça peut être transposé après ça. Juste quand tu es mis sur la pression, quand tu as quelqu'un qui te call out devant tout le monde, quand, tu sais, amicalement évidemment, mais je trouve qu'il y a vraiment les reins solides. Puis c'est tellement un compétiteur, là. Je veux dire, je pense que le monde ne réalise pas ça de lui, là, il est tellement un compétiteur que c'est un peu cet attribut-là qu'on veut comme carrière. Puis c'est pourquoi tous les joueurs un peu adhèrent derrière lui, acceptent cette décision-là, sont prêts de continuer avec lui, qui lead l'équipe, parce qu'il y a vraiment un peu l'écran de ce carrière numéro un-là qui va prendre la balle pour l'équipe, qui va être devant, au, au front, comme on dit. Fait que je pense ce côté-là de lui qui a été démontré durant ces dernières années-là, surtout de mon côté à moi, voir comment que je le pinçais et comment il répondait, ça donne beaucoup, je pense que ça donne beaucoup d'attente, mais aussi ça donne beaucoup aussi d'excitation de le voir compétitionner sur le terrain en tant que carrière numéro un, avec la pression, avec le spotlight. Ouais, parce que moi, j'ai déjà hâte au camp d'entraînement, là, afin de voir ça, justement, de voir de quelle façon il va se comporter, puis surtout, bien sûr, le mois de juin, une fois que la saison régulière va être terminée. Mais avant ça, toi et les Alouettes, ben, vous êtes occupés durant l'hiver. Vous faites la tournée des écoles. Ça, c'est un programme qui est revenu du côté de l'organisation montréalaise, d'aller voir les jeunes, aller s'encourager à ne pas décrocher. Je sais que vous avez déjà fait quelques visites au cours de l'hiver. Est-ce que tu pouvais partager avec nous justement là, ce programme-là que les Alouettes ont et puis comment les visites se déroulent jusqu'à présent avec les jeunes? Oui, non, écoute, c'est un programme chez Alouette qui dure depuis tellement longtemps. Je veux dire, je pense que même Mathieu en a participé, Mathieu Pro en a participé à ce programme-là. Luc pour la journée, évidemment, en a participé. C'est quelque chose que, tu sais, c'est redonné dans la communauté. Je pense que c'est très important, surtout en tant qu'équipe locale, en équipe professionnelle. Donc, c'est un programme je te dirais que les dernières années, c'était un programme qui s'appelle Ensemble à l'école. Et cette année, ça va être nouveau. On n'a pas encore commencé. Les visites vont commencer, je ne me trompe pas, Ah, OK. autour de février. Ouais, fait que c'est pas encore commencé. Fait que c'est un nouveau programme qui n'a pas été aussi annoncé, donc vraiment, je ne pourrais pas en parler plus, mais on va parler dans les écoles. C'est juste l'angle d'approche sur quoi qu'on va parler aux jeunes va être différent cette année. L'année passée, c'était la persévérance scolaire. Euh, c'était beaucoup le parcours de nous, les joueurs, la difficulté qu'on a eu à l'école, comment le sport nous a aidés avec l'école, puis comment on s'est rendu universitaire. Donc, je pense que c'était très important aussi pour parler et dire des vraies histoires et non juste de dire
c'était beaucoup plus des histoires racontées comme nous, qu'est-ce qu'on a vécu, que juste dire, bon, les enfants, il faut aller à l'école, c'est important. Tu sais, c'était plus, on va vous conter notre vie, notre parcours, puis tirer les leçons de qu'est-ce que vous allez sortir de ça. Mm. Puis là, cette année, ça va être quelque chose de différent et j'ai hâte que ce soit annoncé. Ça va être, je pense qu'on vise plusieurs écoles. Je veux dire, je veux pas dire le nombre aussi parce que j'ai pas tous les chiffres, donc je veux pas induire en erreur, mais tu sais, ça va être ça va être dans une bonne, plus qu'une, je pense au-dessus d'une vingtaine. Je pense que c'est ça qu'on vise. Donc, c'est un beau programme. Puis pour moi, c'est un des programmes que j'aime le plus faire aux Alouettes. C'est toujours le fun parce que je me vois beaucoup dans eux. Je l'ai expliqué mille et une fois, mais pour Mm. moi, je disais les Alouettes quand j'étais jeune, c'était vraiment l'équipe de mon enfance. Puis j'idolâtrais. Puis c'est avoir eu un joueur des Alouettes qui vient à mon école pour faire un discours, ça m'aurait ébloui. J'aurais tombé en bas de ma chaise. J'aurais Ouais, sûrement c'est pas écouté, marquant, j'aurais hein? juste voulu. Ouais. Ouais, c'est ça, j'aurais juste voulu des autographes, mais c'était ça serait très le fun. Ça a été très le fun, puis je suis très content que ce programme-là continue encore aux Alouettes et qu'il va continuer pendant plusieurs années. Ah ben ça, c'est vraiment super. Écoute, avant de se quitter, on va parler un peu d'NFL, étant donné bon, que les éliminatoires de la NFL vont commencer au cours du week-end, la première ronde des éliminatoires. Et puis, pour les gens qui s'en rappellent peut-être pas, tu avais été un membre des Packers de Green Bay en 2020. Tu avais signé avec eux en tant que joueur autonome. Et puis ça, ben, ça coïncidait avec l'année de repêchage de Jordan Love. Alors, tu as pu le Mm. côtoyer un peu. Dis-nous, là, qu'est-ce que tu rappelles que tu avais vu de la part de Jordan Love? Est-ce que tu as continué à suivre les activités des Packers, leur saison? Ça fait quand même, mon Dieu, on est rendu en 2025, ça fait déjà 5 ans de ça. Ouais, c'est Mais ça. est-ce que tu continues à avoir C'est fou, hein? certaines affinités avec les Packers? Oui, non, je suis encore les Packers. Je te dirais que c'est devenu un peu mon équipe. Malgré la fin de ce qui est arrivé, c'est assez particulier. Tu sais, l'année que j'ai été repêché, c'est la même année que, tu sais, moi j'ai signé à Jean Lynn, mais l'année que Jordan avait été repêché, c'était l'année de pandémie. Fait que pour ceux qui se rappellent, ben, Oui. c'était un draft un peu étonnant. Donc, c'était vraiment différent cette année-là. Puis quand j'ai été là-bas, évidemment, il y avait un peu de restrictions sanitaires et tout, mais c'était l'année où est-ce que Jordan a été repêché et qu'il y a eu la grosse polémique à cause Aaron Rodgers était encore là. Ça l'a fait beaucoup jaser. Tout le monde comparait ça un peu à Brett Favre et Aaron, qu'est-ce qui était arrivé dans le passé. Donc, c'était-tu Aaron allait se faire le coup par Jordan Love, lui qui l'a fait à Brett Favre. Fait qu'il y avait beaucoup ce discours-là dans les médias, partout autour. Fait qu'une fois qu'on est arrivé, il y avait aussi ce sentiment-là. Puis je me rappelle, à cause des restrictions sanitaires, quand on allait dans l'édifice, on ne pouvait pas toujours être assis beaucoup à une table. Il fallait limiter, il fallait avoir des chaises, tu sais, toutes les restrictions sanitaires qui étaient appliquées. Puis Jordan Love était quelquefois assis souvent seul. On pense que le carrière repêché, numéro un, ben, il rentre dans l'équipe, tout le monde va venir le voir, tout le monde va venir parler. Mais là, c'était un peu différent parce qu'il y avait la pandémie qui faisait peut-être un peu distancer le monde, mais aussi il y avait cette situation-là qui tu sentais qu'il y avait un peu ce froid-là au sein des Packers avec Jordan Love et Aaron Rodgers, qui était un peu cette dynamique qu'on ne sait pas comment qu'elle allait s'entendre, on ne sait pas comment qu'elle allait agir. Pour donner mérite à Aaron Rodgers, il a super bien agi, il l'a épaulé, puis il était un gentleman dans tout ça. Mais dans le début, quand j'étais là, c'était un petit peu bizarre. Puis c'est quelqu'un qui, pour vrai, là, je veux dire, il rentrait, il était très humble, il était très smart comme gars. Je trouve qu'il avait une belle énergie. Puis, tu sais, c'était plus les recrues qu'on était à la même table. Tu sais, juste parler, c'est pas quelqu'un qui va prendre la place, c'est pas quelqu'un qui va être hautain, c'est pas. Tu sais, je trouve qu'il y avait un peu un bon leadership, puis ça ne m'étonne pas de voir qu'il lead cette équipe-là, puis tu sens que les gars veulent jouer derrière lui parce qu'il y a ça dans lui. Tu sais. On dit he's a dog, mais tu sais, quand c'est le temps de compétitionner, il compétitionne. Mais il y a aussi, je pense qu'il reste une tête sur ses épaules qui, qu'est-ce que tu veux pour ton carrière. Fait que je suis pas étonné de voir la progression qu'il y a eu, mais c'est sûr que je pense que qu'est-ce qui a permis, c'est d'avoir été derrière Aaron Rodgers. C'est quelque chose que c'est pas toutes les équipes qui ont le luxe d'avoir un peu cette situation-là. Beaucoup de carrières, je trouve que c'est un des problèmes dans la NFL que le carrière qui est repêché au premier tour doit tout de suite jouer
Et je pense que c'est comme te lancer dans le gueule du loup. Quelqu'un comme lui qui a pu avoir cette expérience-là, le même que Aaron Rodgers a eu derrière Brett Favre, oui, ça teste la patience, mais ça forge des très bons carrières. C'est juste, je pense pas que toutes les équipes ont ce luxe-là. Mais c'est quelqu'un que selon moi, tu sais, je veux dire, il y avait un peu, quelqu'un a repêché, quelqu'un a vu ce glimpse de lui, de ce niveau-là, puis il a tiré la plug, comme on dit, ben pas tiré la plug, mais il a fait le choix d'aller repêcher, puis c'était un excellent choix parce qu'on le voit en ce moment, je veux dire, comment les Packers sont dominants, mais là, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile pour le Sénateur. Je pense qu'il est blessé au coude, si je ne me trompe pas, ou quoi de même, fait que Ouais, il s'est blessé un espérons coude, qu'il va mais il être devrait correct être pour à la son semaine. poste en fin de semaine. Ouais. OK, bon. Bon, ben parfait. Fait que, je vais voter pour les Packers contre les Eagles, ça c'est sûr. Bon, ben c'est parfait. Ben écoute, Marc-Antoine, je te remercie encore une fois de nous avoir concédé de ton temps. C'est ta saison morte, là, t'es en période de relaxation. Quand est-ce que tu vas reprendre l'entraînement, là? Quand est-ce que tu vas être de retour dans la salle de musculation? Ah, semaine prochaine. À compter de semaine prochaine, là, c'est ma dernière semaine où est-ce que je dois faire une coupe de paperasse, finir des choses, euh, brûler toutes les chandelles que j'ai reçues à Noël. Fait que j'ai coupe de choses à terminer, puis on recommence en force l'entraînement la semaine prochaine. Bon, ben parfait. C'est excellent. Écoute, profites-en là, de ces dernières journées plus relaxantes. Puis je suis certain là, que tu vas être en forme pour le début du camp d'entraînement à la mi-mai. Donc écoute, Marc-Antoine, encore une fois, merci. Et puis, ben, j'espère qu'on aura la chance de se reparler très prochainement. Ça fait plaisir, merci à toi, Didier. Justement, l'équipe qui a embauché Marc-Antoine Dequoy, les Packers de Green Bay vont se rendre à Philadelphie pour affronter les Eagles. La rencontre est dimanche à 16h30. Et ce qui retient l'attention, Didier, c'est l'état de santé des deux corps. D'un côté, Jordan Love qui dit qu'il s'est blessé à une main, la main laquelle il lance le ballon, et il ne ressentait plus de sensation dans sa main lors du dernier match. Moi, ça m'inquiéterait un petit peu si j'étais les Packers. Et Jordan Love et Jalen Hurts, qui est toujours dans le protocole des commotions, mais du côté des Eagles, on a retourné Ian Book, le quart, pour l'équipe d'entraînement. Donc, tout porte à croire, selon moi. Mon petit doigt me dit que Jalen Hurts va être de la rencontre de dimanche. Donc, mais c'est vraiment ça qui retient l'attention dans ce duel-là, c'est l'état de santé des deux corps arrière. Ouais, moi aussi, là, je suis convaincu que Jalen Hurts va être en uniforme. Il n'a pas joué la semaine dernière à la suite de la commotion cérébrale qu'il avait subie lors de la 17e semaine d'activité. Alors, au moment où on se parle, il est toujours dans le protocole des commotions cérébrales, mais là, on est rendu en éliminatoire. Alors, c'est certain que Nick Sirianni, lorsqu'il va s'adresser aux médias, il va rien dire, il va donner le moins de détails possible. Mais je crois aussi que Hurts, comme tu l'as dit, là, le fait qu'on a retourné Ian Book sur l'équipe d'entraînement, c'est une indication que Hurts devrait être à son poste. Mais on va suivre ça quand même au cours de la semaine, juste au cas où. Dans le cas de Jordan Love, c'est qu'il a reçu un coup sur le coude. Et ça fait en sorte qu'il n'avait plus de sensation dans sa main droite. Mais toutefois, apparemment qu'il est bien rétabli. C'est la raison pour laquelle il n'a pas terminé le match la semaine dernière. Mais là, il devrait être à son poste, il devrait être correct en théorie. Les deux équipes s'étaient affrontées, Marc-André, ça fait longtemps, c'était lors de la première semaine d'activité. Souviens-toi, ben, je suis sûr que tu t'en souviens, tu es un partisan des Eagles. Ça Oui, se sur la passait au slip and Brésil. slide. Oui, rien de moins. Ah oui, OK, il faisait encore beau hein, à cette époque-là. Il n'y avait pas de neige, il n'y Non, avait pas mais de c'est temps de surtout le froid. terrain qui était comme un slip and Le slide, terrain là. était glissant. Ah, OK, OK. Je pensais que c'était toi qui étais sur Ouais. ta slip and slide avec les enfants quand tu Le, regardais la le rencontre. caïd de Oui, Sainte-Foy. oui, 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 c'est vrai, le terrain. En faire rêver. Ouais. Oui, le terrain était glissant au Brésil. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ce match en direct parce que les Alouettes jouaient en même temps. Ça se passait Ouais. le Ouais. 6 septembre. Mais ça pour dire que les Eagles avaient gagné 34 à 29 au Brésil. Ça fait tellement longtemps, je ne suis pas certain là, qu'on peut vraiment retenir quelque chose de cette rencontre-là qui va s'appliquer sur le match éliminatoire entre les deux formations. Jordan Love s'était blessé à la fin de cette rencontre-là. C'est drôle, on vient de parler bon, de sa blessure à la main qu'il a subie. Mais bref, les Eagles, il y a bien des gens qui croient qu'ils peuvent participer au Super Bowl. Tu es un partisan des Eagles. Est-ce que tu penses vraiment que ton équipe favorite va se rendre au match ultime pour une deuxième fois en 3 saisons? J'essaie de demeurer objectif. Je pense qu'il y a deux formations euh, qui ressortent du lot, disons, dans l'association nationale, les Eagles et les Lions. Euh, les Eagles ont 7 victoires de suite également à domicile. Je pense que les Packers
vont en avoir plein les bras. Et j'ai une statistique vraiment le fun pour toi. Saquon Barkley, on le sait, il est devenu le 9e joueur de l'histoire à Mhm. franchir le cap des 2000 verges en une saison au sol. Et les équipes avec un porteur de ballon qui a franchi le cap des 2000 verges ont une fiche de 3-5 cette année, lors de l'année en cours en éliminatoire. Et les 3 victoires, c'était Terrell Davis en 1998. Oui, Les avec les Broncos étaient rendus Broncos. jusqu'au Super Bowl, mais les autres porteurs de ballon sont 0-5 en éliminatoire. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un porteur de ballon de 2000 verges dans sa formation? Ça reste à voir. Et je pense vraiment que les Eagles, Saquon Barkley change la donne cette saison. Je pense on est mieux nantis en attaque si jamais Jalen Hurts, ça ne fonctionne pas, l'attaque aérienne. Je pense qu'on peut remettre le ballon. C'est ce qu'on a fait en saison régulière. On a couru 48% du temps du côté des Eagles. C'est un sommet dans la NFL. Par contre, Green Bay est quand même efficace contre le jeu au sol. On a alloué le 3e plus bas total de verges au sol par course. Donc, ça, c'est intéressant. C'est la clé pour les Packers, c'est arrêter Saquon Barkley. Puis, par la suite, on a d'autres armes du côté des Eagles, mais je pense que de s'en remettre au bras de Jalen Hurts, qui a pas disputé de match, qui ça se peut qu'il y ait un facteur rouille également en début de match, ça peut être une clé du succès pour les Packers. Mais est-ce que je pense que les Eagles peuvent se rendre au bout pour répondre à ta question? Je pense que oui, mais ça va prendre vraiment. Il va falloir que la défense également se ressaisisse parce qu'elle a connu quelques ratés en fait. Ouais, c'est quoi la statistique encore, t'as dit, des porteurs de ballon qui ont atteint 2000 verges en éliminatoire? Une fiche 3 de et 3 5? victoires et 5 revers. Et les 3 victoires, Ouais. c'était Terrell Davis qui a gagné C'est Terrell 3 matchs en Davis, ouais. 1998. Ouais. Fait que les autres porteurs de Ouais, ballon, Dickerson, Chris Johnson, Adrian Peterson, l'année où ils ont récolté 2000 verges, ont tous subi la défaite lors de leur premier match éliminatoire. je me souviens qu'Adrian Peterson, écoute, je pense, est-ce que c'est Christian Ponder, le carrière, cette année-là? C'est très possible. Ouais, c'est ça, c'était pas fort à la position de carrière. C'est ça qui arrive, si l'équipe est unidimensionnelle, seulement avec le Christian jeu au Ponder, sol on en se souvient plus de éliminatoire. sa femme que de lui, je pense. Ouais, sa femme qui était C'est animatrice au son cas. réseau Ouais. ESPN, Sam Ponder. Ouais, Christian Ponder qui avait été un flop au repêchage. Mais c'est ça dépend. Eric Dickerson, je sais qu'il avait pas de carrière là, à l'époque où il jouait. Mhm. C'est quoi, ces deux-là, t'as dit Dickerson et Peterson? J'ai dit Chris Johnson. Chris Johnson, ouais, qui était Euh, carrière, ouais. Je pense que est-ce que c'est Billy Volek avec les Titans du Tennessee à cette oh, époque-là? Ouais. euh, Bref, ouais, peut-être Steve McNair, je sais pas. non, mais McNair était plus là. McNair était plus là quand Chris Johnson a gagné ses 2000 verts. Mais peu importe. Ça pour dire que là, on met sur Jalen Hurts. On a parlé de son état de santé, mais si Hurts est là, pas juste Hurts, mais sur Devontae Smith, A.J. Brown et compagnie, Dallas Goedert. Regarde, on a une équipe complète du côté des Eagles de Mhm. Philadelphie. Je pense pas qu'on peut dire que ça avait été le cas pour ces autres porteurs de ballon-là qui ont gagné 2000 verges en une saison, mis à part, bien sûr, Terrell Davis, parce que lui, il partageait le champ arrière avec John Elway, rien de moins. Alors, puis les Broncos étaient la meilleure équipe de la NFL cette année-là. Alors, on avait une machine du côté de Denver. En fait, on a remporté le Super Bowl pour une deuxième année de suite. Mais tout ça pour dire, non, moi, je suis confiant que les Eagles vont être en mesure de vaincre les Packers. Surtout que du côté de Green Bay, Jordan Love, il joue pas Christian bien. Watson. Il joue pas bien. Ouais, et Christian Watson va être absent. Malheureusement pour lui, il a subi une grave blessure à un genou. Ça compromet même le début de sa prochaine saison. Et Watson, il est le joueur le plus explosif du côté de l'attaque des Packers. Hein. C'est une menace Mhm. verticale. La défense des Eagles s'est grandement améliorée au cours de la saison régulière, mais j'aurais aimé voir que Christian Watson fasse à cette tertiaire. Là, ce ne sera pas le cas. Et Jordan Love, comme je le dis, il ne connaît pas une bonne saison. Il a connu de bons moments, mais il n'est pas constant. Puis moi, c'est ce que je veux voir de la part de Jordan Love, mais je commence un peu à lancer la serviette à ce niveau-là, là, de le voir euh, offrir de bonnes performances semaine après semaine. Moi, il m'a vraiment déçu il y a 2 semaines au Minnesota, lorsque les Packers ont joué contre les Vikings. Je voulais voir qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il allait faire. Puis bon, il s'est mis en marche au quatrième quart, mais à ce moment-là, les Vikings avaient déjà une bonne avance. Puis là, il est ennuyé par une blessure à une main, comme tu le disais, mais il dit que ça ne devrait pas. En théorie, on croit qu'il ne devrait pas rater la rencontre. Mais c'est ça. Je ne peux pas prendre les Packers. Je suis obligé de prendre les Eagles de Philadelphie. Pour moi, les Eagles sont plus une équipe complète. Je sais quel genre de performance l'attaque de Philadelphie va nous offrir.
On a reposé Saquon et tous les autres joueurs partants ou à peu près la semaine dernière. Alors, on va miser sur des jambes fraîches du côté de l'attaque des Eagles de Philadelphie. Alors, moi, je m'attends à une victoire des Eagles, puis peut-être même de façon assez convaincante même. On a bâti les 2 formations un peu de la même façon. Du côté des Eagles, c'est Saquon Barkley, on a acquis en entre-saison. Puis du côté des Packers, on s'est doté d'un porteur de ballon de 3 essais, un porteur de ballon étoile en Josh Jacobs. Je pense qu'on va devoir utiliser Josh Jacobs à bon escient plus de 20 fois dans le match, si tu veux mon avis. Sauf que le problème, c'est que la défense des Eagles contre le jeu au sol, elle est vraiment excellente. C'est la meilleure dans la NFL. Donc encore là, on a un problème, au niveau, des philosophies d'équipe. La force des Eagles et la force des Packers, ben, ça va faire un clash, si on veut, entre les 2 philosophies. Mais moi aussi que je pense que les Eagles vont l'emporter. Je pense que, comme tu dis, les Packers, Jordan Love, il m'a pas impressionné non plus dernièrement. Je pense que les Eagles vont, à tout le moins, accéder au tour suivant. Et Didier, j'ai fait des petites recherches, pendant que tu parlais. Pas que je t'écoutais pas, mais le quart de Chris Johnson, c'était Kerry Collins et Vince Young en 2009. Ah, bon, tout un Et duo. Adrian Fait que le fait qu'il y Peterson, avait deux t'as quarts, par- ça dit qu'ils en avaient pas. Ouais. et Adrian Peterson, c'était en 2012. Le quart était Christian Ponder. Mais les deux autres, c'était Joe Webb et McLeod Bethel Thompson, qui était le troisième quart de l'équipe. Ah oui. Ben oui, et qui est Tout est maintenant dans le tout. carrière numéro 2 des Alouettes. Tout est Que, dans que- tout. que Tout les est dans Alouettes. tout. Ouais, 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 c'est ça, tout se rejoint. Tout se rejoint. Surtout dans le monde du Exactement. football, là. C'est quoi, on dit dans la vie de tous les jours, c'est 6 degrés de séparation. Dans le monde du football, je pense que c'est 3 degrés là, de Exact. séparation. Mais ça pour dire que Drew Peterson n'avait pas de carrière. Donc, c'est ça qui Exact. explique peut-être le Ouais. fait que ces porteurs de ballon-là qui ont gagné 2 milliards ont eu des ennuis en éliminatoire. Ça ne sera pas le cas Mhm. pour Saquon et les Eagles. Moi, comme je te l'ai dit, je pense qu'ils vont être en mesure. Le match est à Philadelphie. La foule va être incroyable. Non, je pense que. Puis c'est ça, comme tu l'as dit, surtout qu'on ne pourra pas courir nécessairement avec Josh Jacobs, en théorie, étant donné que la défense de Philadelphie est solide contre la course. J'ai pas confiance en Jordan Love. Moi, je choisis les Eagles afin d'accéder au deuxième tour éliminatoire. Dire que les Packers vont perdre des matchs contre les Eagles sur les 2 Amériques cette année. Ça va être fou quand même. Les Ah, oui, oui, après avoir Commanders perdu en Amérique du Sud, ben oui. les Commanders de Washington contre les Buccaneers, ça se passe dimanche à 20h, donc prime time, comme on dit. Ce match-là est vraiment difficile, selon moi, à prédire. Il y a beaucoup, beaucoup d'engouement sur les Commanders. Sur la fin de saison, les Commanders ont terminé avec la saison avec 5 victoires de suite. Et Baker Mayfield, cette année, a connu une saison tout simplement exceptionnelle. Et lors des 5 derniers matchs, 16 passes de toucher, près de 300 verges par la passe par match. J'ai bien hâte de voir cette rencontre-là entre 2 formations. Mais j'ai hâte, écoute, Jaden Daniels, on va commencer par Jaden Daniels, à tout seigneur, tout honneur. J'ai hâte de voir comment que la recrue va se comporter à son premier match éliminatoire. Ouais, écoute, ben, les Bucks, j'avais le déçu sur les Commanders lors de la première semaine d'activité. C'était le tout premier départ en carrière de Jaden Daniels. Les Bucks avaient gagné 37 à 20. Ça se passait le 8 septembre. Alors, Jaden Daniels a gagné en expérience depuis. Donc, encore une fois, je pense pas que c'est un match sur lequel on peut se baser afin d'essayer de prédire justement le résultat de cette rencontre. Je ne te cacherai pas que j'ai un côté pris. Hein. Du moment qu'il y a un joueur du Québec qui joue pour une formation de la NFL. Je souhaite tout le temps voir cette équipe-là connaître du succès. Malheureusement pour Mathieu Bergeron, les Falcons ne se sont pas qualifiés pour les éliminatoires. Mais toutefois, Benjamin Saint-Just et les Commanders sont là. Alors, c'est sûr que mon cœur va être avec Saint-Just et les Commanders afin de vaincre les Buccaneers de Tampa Bay. On va aller à Tampa Bay, justement. Le match va avoir lieu sur la route pour les Commanders. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Mais écoute, une chose qui va être à surveiller, euh, ça va être la défense contre la course de Washington. Parce que Mhm. oui, bon, je sais que ça serait Exact. Là, facile je là, m'en de allais moi commencer, aussi. ouais, de parler de cette rencontre-là avec Jaden Daniels et Baker Mayfield. Euh, mais seulement les Commanders, il y a seulement 4 équipes, en fait, deux équipes plutôt, qui ont accordé plus de verges en moyenne par course que Washington. Les Commanders accordent 4,8 verges par course. Ça, c'est beaucoup, surtout qu'on va affronter les Buccaneers qui, eux, ont la quatrième meilleure attaque au sol de la NFL avec Bucky Irving qui a été sensationnel, l'excellent demi à l'attaque recrue. Alors, tu sais, oui, on va parler là, tout au long de la semaine de l'affrontement entre Jaden Daniels et Baker Mayfield avec raison.
Moi, je pense que c'est là que ça pourrait se jouer, là. Quelle équipe sera en mesure de mieux courir avec le ballon? On accorde en moyenne 137 verges au sol. Tu viens d'en parler. Les Commanders dans la NFL. Moi aussi, je pense que Bucky Irving, depuis qu'on a fait le changement du côté des Buccaneers avec Bucky Irving, on voit qu'il est explosif. Pour les amateurs de fantasy quotidien, là, les FanDuel, DraftKings de ce monde, je pense que Bucky Irving, cette semaine, peut être une excellente acquisition pour vos formations dans vos poules de ce type-là. Par contre, je tiens à dire que la défense contre la passe, on s'est amélioré du côté des Commanders. On a accordé seulement 190 verges par la passe lors des 5 derniers matchs, mais je pense encore là que Bucky Irving va connaître un grand match. Moi, je prends les Buccaneers pour l'emporter. Petite chose aussi en terminant de mon côté, on va avoir encore droit à un affrontement entre Mike Evans et Marshawn Lattimore. Oui. Par contre, je sais, Marshawn Lattimore a de la misère à demeurer sur le terrain là, lors des ou en fait, lors cette saison, mais quand même, on va avoir le droit à un autre épisode entre ces deux joueurs. Ça risque d'être intéressant. Moi, je pense que les Bucks, on le vend dans les voiles. Je pense même que si ce n'était pas de la défense qui est parfois suspecte du côté des Buccaneers, je pense qu'ils pourraient même faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Ouais, c'est à tout prix hein, pour que les Bucks aient le déçu sur les Saints de la Nouvelle-Orléans la semaine dernière. Une chose qui m'inquiète du côté des Buccaneers, c'est qu'ils accordent en moyenne près de 250 verges par la passe, par rencontre. C'est 249,3. Ça, c'est le quatrième plus haut total dans toute Mhm. la ligue. Puis les Bucks en défense, la défense n'a pas été constante. Hein. Pourtant, je trouve que c'est une unité qui est talentueuse, mais tout au long de la saison, on a dû négocier avec des blessures dans la tertiaire. Là, on va affronter Jaden Daniels, Terry McLaurin et compagnie. Alors, tu sais, moi, je pense que vraiment, il va y avoir des opportunités pour Washington afin d'aller chercher des gros morceaux de terrain avec Jaden Daniels et ses receveurs de passe. Puis ça, c'est sans compter bon, les talents au sol également du carrière recrue de Washington. Moi, je choisis les Commanders afin de l'apporter. Bon, je te l'ai dit, le petit côté, avec mon cœur, j'y vais un peu avec mon cœur, mais je crois que Washington va être en mesure justement d'aller à Tampa Bay et de causer une surprise. Mais encore une fois, on va devoir arrêter le jeu au sol du côté des Commanders si on veut justement causer une surprise. Donc, toi, les Commanders, moi, les Buccaneers. On va se texter pendant ce match-là. C'est Les c'est la première fois qu'on Vikings n'a pas qu'on choisit pas la même équipe, hein, je pense. Je pense que oui, exactement. Et là, peut-être là non plus, à suivre. Les Vikings du Minnesota vont affronter les Rams dans le match du lundi soir, ça sera à 20 h. Et j'étais tellement convaincu que les Vikings allaient offrir une meilleure performance, allaient même vaincre les Lions la semaine dernière. Ils m'ont vraiment laissé sur mon appétit. La performance de Sam Darnold me fait douter. C'était potentiellement le premier match important de sa carrière à heure de grande écoute. Et là, on va le dire, choqué ou à faire une contre-performance. Ça, j'ai peur des Vikings cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais est-ce qu'on va se ressaisir du côté du Minnesota face aux Rams? Bon, c'est difficile là, de défendre la performance de Sam Darnold. Il a mal joué. Il a mal joué. Il a raté Ouais. tellement de passes contre les Lions. Mais aussi, Kevin O'Connell, il n'a pas connu son meilleur match. Je veux dire, en termes de sélection Non. de jeu, tu sais, on a délaissé complètement le jeu au sol. Il y a eu cette fameuse séquence en première demi où on a eu quoi, 9 jeux à l'intérieur de la zone critique, puis 7 de ces jeux-là ont été des passes. En tout cas, je ne me souviens pas du ratio. Euh, mais écoute, on a mis le plan de match sur les épaules de Sam Darnold. Oui, ça avait marché la semaine précédente. Le jeu au sol des Vikings avait pas fonctionné, mais Darnold avait bien joué. Mais de penser que Sam Darnold peut faire ça semaine après semaine, ben ça, c'est une erreur. Ça a été une erreur de la part de Kevin O'Connell, qui est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL, ça, je crois sincèrement. Mais là, ça n'a pas été son meilleur match. Donc, on doit miser plus sur l'attaque au sol du côté des Vikings du Minnesota si on veut l'emporter face aux Rams de Los Angeles. Alors que du côté des Rams, Matthew Stafford, il a eu congé la semaine dernière, puis on avait besoin de lui donner congé. Stafford est âgé maintenant de 36 ans. Puis, écoute, il a tellement été tabassé là, lorsqu'il jouait avec les Lions, lorsque les Lions étaient mauvais. Il a beaucoup de kilométrage dans le corps, si tu me permets l'expression. Puis, je regardais les statistiques de Matthew Stafford. J'ai fait préparer un tableau par Guillaume. Stafford, lors de ses 3 derniers matchs, Marc-André, il a complété 62 de ses passes. Mais regarde-moi la moyenne de verges par la passe par rencontre. 153 seulement, une passe de toucher, une interception. Ça, c'est à ses 3 dernières rencontres. Alors, est-ce qu'il a pu
refaire ses forces la semaine dernière lorsqu'il a eu congé. Puis c'est la même chose pour Puka Nacua, Cooper Cup. Les deux ont raté des matchs au cours de la saison régulière en raison de blessures. Donc, moi, je comprends pourquoi Sean McVay leur a donné congé. Ils en avaient grandement besoin. Mais c'est ça. Est-ce que Stafford va retrouver son aplomb parce qu'il n'a vraiment pas bien joué lors du dernier mois de la saison? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, notamment. Si on exclut les deux défaites contre les Lions, les Vikings ont une fiche de 14 victoires et un seul revers cette saison. Sauf que le revers, c'était contre les Rams en octobre. Mm. Et lors de ce match-là, Matthew Stafford avait complété 75% de ses passes, avait lancé 4 passes de toucher, avait été 9 en 12 contre le Blitz également des Vikings en octobre. Puka Nacua, 12 réceptions, 157 berges, un touché. Cooper Kupp avait connu un grand match aussi. Je pense que le scénario pourrait se répéter à domicile, même on est à domicile du côté des Rams. Ça pourrait se répéter cette semaine. Moi, je prends les Rams pour l'emporter ici. Je pense que Sean McVay ne se laissera pas couper l'herbe sous le pied par son ancien padawan, Kevin O'Connell. Je prends les Rams ici pour l'emporter à domicile. Les Vikings m'ont vraiment refroidi la semaine dernière. J'adore Justin Jefferson, le joueur. J'adore l'attaque. Et on a une excellente défense également, Brian Flores, notamment contre le jeu au sol. Je pense que ça sera difficile pour Karen Williams. Mais je pense que Matthew Stafford va se lever, va connaître un autre fort match, comme il l'avait connu en octobre contre les Vikings. Ouh, c'est possible. Moi, je suis déchiré dans ce match-là parce que il y a l'historique des Vikings du Minnesota en éliminatoire qu'il ne faut pas oublier. Tu sais, il y a ces équipes-là qui en éliminatoire. Tu sais, j'ai parlé des Bills Ouais. tout à l'heure qui ont perdu 4 Super Bowls de suite. Puis combien de fois ils ont eu des défaites crève-cœur en éliminatoire, souviens-toi, il y a quelques années à Kansas City, lorsqu'ils avaient l'avance, lorsqu'il ne restait que 13 secondes au quatrième quart, puis ils ont trouvé une façon de perdre cette rencontre-là. Euh, les Vikings, c'est ça aussi, là historiquement en éliminatoire. En 1998, les Vikings avaient terminé la saison avec une fiche de 15 victoires et une défaite. C'est la saison recrue de Randy Moss. À ce moment-là, ils misaient sur la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue. Là. Ça avait été l'attaque la plus Dante prolifique. Culpepper, c'est ça? Non, 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 ça c'est avant Dante Culpepper en 98, c'est Randall Cunningham qui était au poste de Oh, quart. Ça avait été la renaissance de la carrière de Randall Cunningham, naturellement Chris Carter, Robert Smith dans le champ arrière. Alors, 15-1, puis on avait perdu le match de l'Association nationale, le match de championnat de conférence à domicile contre les Falcons d'Atlanta. Puis ça avait ruiné le Super Bowl cette année-là. Les Falcons ont mangé une volée contre les Broncos. Les deux meilleures équipes, c'était les Broncos et les Vikings. Les Vikings ne se sont pas rendus. Les Vikings, c'est une équipe qui a quoi? 4 participations au Super Bowl. On n'a jamais soulevé à bout de bras le trophée Vince Lombardi. Bref, est-ce qu'on va assister à une déconfiture des Vikings en éliminatoire, comme ils l'ont fait souvent lors de leur histoire? Tu as donné de bons arguments. Tu as donné de bons arguments. Je vais tout de même choisir les Vikings parce que je pense que euh, Sam Darnold va être en mesure de se replacer. Mais écoute, je suis tellement pas confiant là. Écoute, tu pourras me poser la question dans une heure, puis je vais te dire que ce sont les Rams qui vont l'emporter. Mais je vais choisir les Vikings afin de gagner. Puis je crois qu'on va être en mesure justement d'appliquer de la pression contre Darnold, malgré le fait que la ligne d'attaque des Rams a très bien joué en deuxième moitié de saison. Alors, j'ai quasiment le goût de changer puis de prendre les Rams et de venir te on rejoindre. est en santé aussi, les Rams, en fin de saison. Ce qu'on n'était pas Ouais. en début. Non. Oui, oui, exactement. Oui, oui, non, écoute, en début de saison, on a eu tellement de blessures sur la ligne à l'attaque, notamment. Mais là, tout ça, ça s'est replacé. Mais je choisis les Vikings, mais à reculons. Là. Je peux pas croire que OK. ils ont été des meilleures formations de la NFL pendant la grande majorité de la saison. Je ne veux pas laisser un match me faire changer d'avis. Bon, Didier, c'est l'heure de se mouiller. Les gens veulent connaître nos prédictions pour le Super Bowl. Bon, je vais te laisser commencer. Qui vois-tu au Super Bowl? Les Ravens contre les Lions. Les Ravens contre les Lions. À la mi-saison, je pense en ondes, j'avais dit les Bills contre les Lions. Mais là, je vais avec les Ravens contre les Lions. Faut que ça soit l'année de Lamar Jackson. Il faut que ça soit l'année où il va gagner des matchs éliminatoires, où il va mener les Ravens à une participation au Super Bowl. Parce que si ce n'est pas cette année, ça va être quand? Tu sais, il vient de connaître statistiquement sa Mhm. meilleure saison en carrière. Derrick Henry est là pour l'épauler. L'unité défensive s'est replacée en deuxième moitié de saison. Puis c'est l'année des Lions du côté de l'Association nationale. Moi, les Lions ont congé cette semaine. Peu importe contre qui ils vont jouer la semaine prochaine.
je vais choisir les Lions. La semaine dernière, j'avais choisi les Vikings contre eux. Puis en regardant le match, je me disais, mais à quoi j'ai pensé? Les Lions vont marquer 30 à 35 points, peu importe contre qui ils jouent. Puis je sais pas, ils ont l'air d'être l'équipe de la destinée, comme on dit. Donc, Ravens contre Lyon, c'est ma prédiction pour le Super Bowl. Toi, quelle est ta prédiction au Super Bowl? Je suis assez d'accord que les Lions vont participer au Super Bowl. Moi aussi, c'est un peu ésotérique comme commentaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique quelque chose dans l'air à Détroit en ce moment. Le Ouais, dernier tour de piste, on va perdre Dan Campbell va perdre ses 2 coordonnateurs défensifs et offensifs en Aaron Glenn et Ben Johnson respectivement. Je pense que Ben Johnson est resté à Détroit une autre saison pour justement achever ce qu'il avait commencé. Je pense qu'on joue justement, on joue avec pour ça à Détroit. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est le dernier tour de piste ensemble. Bref, on va vouloir gagner, l'ultime trophée, tous ensemble. Aaron Glenn, en passant, a laissé toute une carte de visite la semaine dernière. Il sera, il y a des rumeurs qu'il l'envoie aux Saints de oui. la Nouvelle-Orléans. Il était un adjoint déjà là-bas, à l'époque. Donc, puis Ben Johnson, ben quoi, ça va être la belle du bal. Tout le monde veut, c'est lui qui va devoir choisir son équipe, c'est pas le contraire. Bref. Puis l'autre côté, dans l'association nationale, j'hésite entre les Lions et les Eagles. Je pense que c'est les deux meilleures formations. Mais encore là, je pense qu'il y a de quoi spécial avec les Lions. Et dans l'américaine, j'hésitais, les Ravens, les Bills, mais je suis revenu avec les Chiefs pour un troisième Super Bowl de suite. Je Ah pense que oui, les hein? Chiefs vont battre les Lions parce que je pense qu'on rit encore de nous du côté des Chiefs. La saison, c'était des gros préparatifs pour les éliminatoires. On a vu en fin de saison, Isaiah Pacheco est revenu en fin de saison. On l'a quand même ménagé, on l'a mis dans du bubble wrap, puis on va le développer potentiellement en éliminatoire. On a acquis Marquise Brown, on lui a donné beaucoup d'opportunités en fin de saison pour qu'il retrouve son rythme rapidement. On a des bons receveurs du côté des Chiefs. On a on mise sur Marquise Brown, sur Xavier Worthy, sur l'acquisition de DeAndre Hopkins. Puis encore là, je pense que les grands corps arrière, les grands joueurs comme Patrick Mahomes carburent à l'idée d'écrire l'histoire d'écrire d'être la première équipe à remporter 3 fois le Super Bowl de façon consécutive. Et je pense qu'à l'interne, on a de la motivation. Je pense sincèrement que si les Chiefs l'emportent, ce sera la dernière saison de Travis Kelce. Je pense qu'avec son podcast et sa copine, il va avoir d'autres choses à faire. On a vu Noah Gray aussi, l'émergence. On a vu qu'il peut aisément remplacer Travis Kelce. Je pense qu'on va avoir de la motivation à l'interne à ce niveau-là. La seule chose qui me fait peur du côté des Chiefs, c'est la ligne à l'attaque. Je pense qu'on a une Hmm. moins bonne ligne à l'attaque que par le passé, mais on est solide en défense, on n'accorde presque rien contre la course, on est reposé également. Puis honnêtement, Didier, Patrick Mahomes nous l'a prouvé l'année dernière, ça avait mal été en saison régulière, puis il a gagné quand même. On ne peut miser contre Je Patrick sais, Mahomes. je sais, Je, je je sais. le sais que c'est pas sexy, c'est les deux qui sont classés au premier rang dans chaque division, mais je pense qu'au final, on va assister à un troisième triomphe de suite des Chiefs au, à- au grand plaisir de certains et au grand malheur de d'autres. Chiefs-Lyon avec une victoire des Chiefs. OK, ben on va voir ça. On va garder en tête nos prédictions. Ben, les deux ont choisi les Lions du côté de l'Association nationale. Alors, j'espère qu'on ne va pas leur porter malheur avec nos prédictions. Mhm, j'espère. Donc, on va poursuivre, Didier, avec le Oui. résumé du Black Monday. Il y avait des équipes qui avaient déjà congédié leur entraîneur-chef, les Jets, les Bears, les Saints, les Bears qui veulent interviewer tout le monde ces temps-ci en passant. Mais là, il y a les Raiders. On avait raison en cas d'Antonio Pierce. Du côté des Raiders, on ne fait pas les affaires comme tout le monde. On congédie notre entraîneur-chef lors du Black Tuesday. Alors, dans le Black Hole, on ne fait pas les choses comme, comme, euh, comme les autres. Oui, Antonio Pierce a été congédié après une saison où il a mené seulement les Raiders à une fiche de 4 victoires et 13 revers. Oui, ben naturellement, bon, c'est pas surprenant là, de voir qu'Antonio Pierce a été congédié. Il y a une chose à surveiller, c'est qu'on sait maintenant que Tom Brady fait partie de l'organisation des Raiders. Puis apparemment, il va avoir son mot à dire hein, dans qui sera le Mhm. prochain entraîneur-chef du côté de Las Vegas. Mais une chose que je veux dire afin de défendre Antonio Pierce, c'est la même chose pour Gerard Mayo. Tu sais, quand tu donnes seulement une saison aux entraîneurs pour faire leur marque, là, c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Là. Et puis,
Antonio Pierce, bon, les Raiders, il se présentait à toutes les semaines, malgré tout, là. OK, du côté des Mhm. Raiders. Tu sais, on était combatifs. C'est une équipe qui a un manque de talent. Alors, moi, je suis pas prêt à le blâmer, mais bon. On a décidé de passer à un autre appel du côté de Las Vegas. Mais les Raiders, ça fait longtemps que ça va pas bien, hein. Depuis leur dernière participation au Super Bowl à la suite de la saison 2002, on a participé seulement depuis 2 fois aux éliminatoires. Il y a une raison pour ça. Parce que l'arrivée de Tom Brady au sein de l'organisation, bon, ça va aider les Raiders, ça reste à voir. Mais c'est malheureux pour Antonio Pierce. Écoute, je ne crois pas qu'il va avoir une autre chance de devenir entraîneur-chef éventuellement. Du côté des Jaguars, on a congédié Doug Peterson après 3 saisons, mais le directeur général Trent Baalke demeure en poste. Ouais, puis c'est ça qui est bizarre, hein, tu sais, le fait que le DG reste en poste. Parce que là, bon, Baki, ça va être quoi? Ça va être un troisième entraîneur-chef auquel il se Mhm. va être associé. Lui, il est arrivé en même temps que Urban Meyer. On a congédié Urban Meyer, puis par la suite, on a embauché Doug Peterson. Mais qu'est-ce qu'il y avait de bizarre dans tout ça? C'est le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, Shad Khan. Il a rencontré les médias durant un Zoom, une rencontre virtuelle. Puis, il avait à sa droite Trent Baalke. Puis la question lui a été posée afin de savoir ben, qu'est-ce qu'il va faire si jamais un candidat au titre d'entraîneur-chef ben, aimerait amener son DG. Qu'est-ce qu'il va faire avec Trent Baalke? Alors, écoute, on a un extrait justement de ce point de presse, de cette rencontre virtuelle que le propriétaire des Jaguars de Jacksonville a tenue. Puis regardons à quel point c'était malaisant lorsque la question lui a été posée. So I'd actually like to go back to John's first question, Shad. Back to you. I know you noted that if this head coaching candidate was to say, hey, I think the medical needs to be reevaluated, the health and wellness, if they were to say, I would like to reevaluate the front office and the general manager, what would your response be? My response would be, how would you improve it? And then if it is credible, I mean, you want to do it, okay? Pas vraiment un vote de confiance. Non, non, c'est ça, il dit alors c'est pertinent pour le nouvel entraîneur-chef, s'il croit qu'il faut qu'il y ait un changement au poste de DG, ben OK, vas-y. Là, tout ça, c'est avec son DG actuel qui était là. Tu sais, dans la rencontre, ça n'a aucun bon sens. Mais ça nous explique pourquoi il y a des équipes qui sont toujours mauvaises, pourquoi Ah ouais. les Jaguars sont toujours mauvais année après année. Puis il y a les Bears de Chicago aussi, là, je ne sais pas si tu as vu ça, lors des Hmm. rencontres d'après-saison. Tu avais le propriétaire qui dit ah, ben, je crois que c'est pas nécessaire que le DG, l'entraîneur-chef, partagent tu sais, la même vision, qu'ils soient bien alignés ensemble. J'étais comme, mais voyons, ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est ça, la NFL. Il y a des propriétaires qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font. Oui, ils sont des milliardaires. Oui, ils ont fait fortune dans des domaines différents. Mais la business du football, elle est unique. Puis eux, ils connaissent rien au football, puis c'est eux qui prennent les décisions. Puis ils ne laissent pas leurs gens de football, justement, les gens d'opération de football, prendre les décisions. Et ils essaient toujours de mettre en grain dedans. Ben voilà. Vous voulez savoir pourquoi les Jaguars sont toujours mauvais? Pourquoi les Bears de Chicago n'ont rien gagné depuis 1985? Ben, c'est ça. Ça commence par les propriétaires des équipes. Écoute, on a sauté Gerard Mayo. Je l'ai mentionné brièvement quand je parlais d'Antonio Pierce, congédié par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On s'entendait à quoi là, du côté de Robert Kraft cette année? OK, oui, bon, les Patriots, ils ont connu une mauvaise saison. Mais on savait que les Patriots allaient être une des pires formations de la NFL. Et puis, lorsque tu embauches un entraîneur qui n'a jamais été entraîneur-chef dans aucun niveau, euh, ben, il y a une période d'adaptation. Puis oui, OK, Mayo a eu des ratés au cours de la saison régulière, mais c'est normal. Tu dois être prêt à accepter ça et à grandir avec lui, comme tu es prêt à accepter les erreurs de Drake May, à grandir avec lui. Alors pour moi, du côté des Patriots, c'est simple. On a dans notre mire fort probablement Mike Vrabel. Vrabel qui a porté les couleurs des Patriots. Il est le meilleur candidat disponible présentement, en tout cas selon moi. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle on a congédié John Mayo. Et ça devient un endroit, d'après moi, attrayant aussi pour un gars comme Ben Johnson. Je pense qu'on a des éléments déjà en place côté des Pats, s'il veut travailler avec Drake May. Et j'ai bien aimé l'extrait en passant. Je voulais revenir sur l'extrait des Jaguars. Ça m'a permis Oui. de voir une ressemblance entre Trent Baalke
et le chef célèbre Bobby Flay. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Euh, bref, les, sais-tu, bref, les rumeurs entourant Mike McCarthy, ouais, c'est ça, Didier. Mais maintenant, le cas Mike McCarthy, c'est intéressant. Où est-ce qu'il va diriger la saison prochaine? Ouais, ben, écoute, il y a les Bears de Chicago qui ont fait une demande afin d'être en mesure de l'interviewer, étant donné que le contrat de Mark McCarthy est venu à échéance. Hein, il vient de disputer la dernière année. C'est pas disputer, c'est pas le mot que je cherche là. Il vient d'écouler, oui, la dernière année Ouais. de son contrat. Toutefois, les Cowboys ont refusé. Ça a été long, hein, ça prend environ 48 heures. Ben, ça a été long, entre guillemets. Mais ça prend environ 48 heures pour les Cowboys de Dallas afin de refuser le droit des Bears de Chicago d'interviewer Mike McCarthy. Alors, j'ai l'impression que Mike McCarthy va être de retour à Dallas. Si on ne veut pas le laisser discuter avec les Bears de Chicago, c'est que j'imagine qu'on aimerait le garder. Moi, je n'ai pas de problème si McCarthy est de retour parce qu'on ne l'a pas aidé. Jerry Jones n'a pas aidé durant la saison morte. Il n'a fait aucune acquisition. La seule acquisition, en fait, qu'on a fait, ça avait été Ezekiel Elliott. Puis on en a parlé pendant toute la saison. Donc, on n'a rien fait afin d'améliorer cette formation-là au niveau des opérations au football des Cowboys de Dallas. Alors, on va voir ce qui va arriver avec Mark McCarthy. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie ailleurs également. Donc, ça va être un autre dossier qu'on va devoir suivre au cours des prochaines semaines. Brian Dable et Joe Schoen seront de retour avec les Giants, mais le propriétaire de l'équipe, John Mara, a dit en termes de résultats, ça est mieux de ne pas être long avant d'avoir des résultats parce que la laisse va être très courte du côté des Giants. Ouais, John Mara, le propriétaire, qui a dit qu'il était rendu au bout de sa patience. Ben, c'est rendu au bout de ta patience. Non, il a dit qu'il était presque rendu au bout de sa patience. Il sonnait comme un gars Ouais. qui était prêt à faire le changement. Moi j'en reviens pas, surtout qu'on regarde le DG Joe Shane. Euh, avec juste avec tout ce qui est arrivé avec Saquon Barkley, le fait qu'on n'a pas gardé Saquon, qu'on lui a permis d'aller à Philadelphie, la saison qu'il a connue, juste pour ça, ça devrait être suffisant. Ça aurait dû être suffisant pour le congédier. Écoute, on va voir ce que ça va donner, mais moi, j'aurais reparti à neuf si j'avais été John Mara, le propriétaire des Giants. Autant j'aurais changé de DG, puis j'aurais dit au revoir à Brian Dable également. À Ryan Dable. Plutôt. Shane Steichen, l'entraîneur-chef des Colts et le DG Chris Ballard demeurent en poste à Indianapolis, mais l'agneau sacrifié dans tout cela, ça a été Gus Bradley, le coordinateur défensif. La défense des Colts, 29e pour les verges accordées dans la NFL cette saison. C'était vraiment pitoyable à ce niveau-là. Ah, puis souviens-toi, il y a 2 semaines, le match à New York contre les Giants. Hey, on a accordé plus de 300 verges par la passe à Drew Lock. Lock avait été responsable de quoi? De 4-5 touchés. On a accordé une quarantaine de points aux Giants qui, eux, n'en avaient même pas marqué 30 durant la saison. Ben, c'est ça. La défense de Gus Bradley, elle est dépassée. Bradley, c'était un disciple de Pete Carroll. En fait, il était avec Pete Carroll à l'époque, là, justement, du Legion of Boom. Mais lui, il s'est pas ajusté. Il n'a pas ajusté sa défense depuis ce temps-là. Alors que Shane Steichen, tu te souviens, la semaine dernière, je disais, il pourrait être le congédiement surprise. Bon, il sera de retour, mais ça passe sous sa casse la saison prochaine à Indianapolis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Marc-André, Chris Ballard, là, ça fait longtemps qu'il est là. Les Colts n'ont pas vraiment de succès. On a une bonne saison ici et là, mais c'est certain, l'année prochaine, si on rate les éliminatoires, ben, il va y avoir un grand ménage qui va se faire à Indianapolis. Les Titans du Tennessee ont dit à leur DG Ron Carton qu'il ne voulait pas qu'il repêche au premier rang la saison prochaine. On ne te fait pas confiance. On a congédié notre DG après seulement la deuxième année d'un contrat de 6 ans. 14 défaites les Titans la saison dernière. Ben, cette saison, c'est le plus haut total depuis la relocalisation de l'équipe de Houston au Tennessee. C'était en 1997. Ça, c'est une organisation qui est complètement perdue, celle des Titans du Tennessee. On va voir qui vont embaucher à titre de DG. Mais, tu sais, là, tu as Rand Carton. On a choisi Carton à la place de Mike Vrabel il y a un an. Là. OK, ça fait pas longtemps, c'est l'année dernière. OK, on a congédié Mike Vrabel parce que ça ne marchait pas avec Rand Carton. Là, un an plus tard, tu te débarrasses de Carton alors que tu lui as permis d'embaucher Brian Callahan. Là, tu as Callahan qui est toujours en poste en tant qu'entraîneur-chef. Là, tu vas devoir trouver un DG qui va travailler avec lui. Tu sais, c'est la même histoire qu'on répète là, du côté des Titans du Tennessee. Alors, quand je te disais, là, il y a des équipes
qu'il ne faut pas aller chercher bien loin. Là. Ça commence avec les propriétaires de l'équipe qui ne sont pas capables de prendre des bonnes décisions. Ça explique pourquoi ils en arrachent après année à année. Ben, les Titans du Tennessee sont une de ces formations-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le premier choix du repêchage. Lou Anarumo, qui était vu il y a une certaine époque comme un candidat potentiel à un poste d'entraîneur-chef, il avait terminé second derrière Jonathan Gannon en Arizona, mais il a été congédié par les Bengals. Il était le coordonnateur défensif. Les Bengals ont terminé 25e en défense, malgré le fait que Trey Hendrickson a été le meneur pour les sacs dans la NFL, mais pour le reste, Trey Hendrickson, c'est le fameux meme là, de la Porsche dans le garage d'une maison toute proche qu'on voit sur Internet. C'est un peu ça, la défense des Bengals cette saison. Ben oui, c'est toi, il y a 2 ans, Anna Rumo qui avait passé des entrevues, je pense, avec des équipes de la NFL Mm, à titre d'entraîneur-chef. Puis là, ça va vite, hein, je le dis tout le temps, dans la NFL, au mm. football professionnel, les choses changent rapidement. Ben, c'est dommage parce que justement, là, sa défense jouait bien avant, mais je suis pas sûr que c'est de sa faute parce qu'on a laissé partir des joueurs au fil du temps, là, justement, lors des 2, 3 dernières saisons, du côté de la défense des Bengals de Cincinnati. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent là? Tu sais, c'est comme si du côté des Bengals, on veut investir notre argent du côté de l'attaque, mais on n'en dépense pas beaucoup défensivement. Tu sais, moi, j'ai hâte de voir, là, est-ce qu'on va vraiment re-signer T. Higgins? Parce que imagine-toi, si tu re-signes T. Higgins, tu as Jamar Chase aussi qui veut un nouveau contrat. Joe Burrow a un gros contrat. Mais là, tu vas avoir quoi? Un gros pourcentage là, de ta masse salariale qui va être investie, qui va être dépensée uniquement du côté de l'attaque. Donc, il y a des choses à revoir du côté de l'organisation des Bengals. Un autre qui a perdu de son lustre, souviens-toi, en début de saison, on était excité par le coordonnateur à l'attaque Ryan Grubb du côté des Seahawks. Mais il a été Ouais. remercié par l'équipe. On a cité du côté des Seahawks une recherche davantage d'équilibre en attaque pendant que Geno Smith a atteint des sommets personnels cette saison. Mais on était 28e au sol. C'est vraiment ça qui a coûté l'emploi de Ryan Grubb. Marc-André, on n'a pas parlé de ça pendant toute la saison, justement. Ce manque Mhm. d'équilibre-là du côté de l'attaque des Seahawks de Seattle, semaine après semaine, c'est ça que je mentionnais. Tu sais, puis Brian Grubb, c'est comme s'il ne comprenait pas le message de Mike McDonald. Il fallait avoir plus d'équilibre. Tu sais, j'en ai parlé tout au long de la saison. Tu ne peux pas demander à Geno Smith de passer le ballon une quarantaine de fois par match. Geno Smith est un bon carrière, mais il n'y a pas beaucoup de carrières qui peuvent passer le ballon 40, 45 fois toutes les semaines sans être victime de 2, 3 revirements. Et on mise sur 2 bons porteurs de ballon, en Kenneth Walker et Zach Charbonnet. Bon, Walker est souvent ennuyé par des blessures, mais sans équilibre, on s'est compliqué la vie du côté de l'attaque des Seahawks de Seattle. Puis c'est malheureux parce qu'on a gagné 10 matchs en plus du côté de Seattle. Généralement, avec 10 victoires, tu participes aux éliminatoires. Ça n'a pas été le cas pour eux. Comme tu l'as dit, il y avait beaucoup d'attentes envers Ryan Grubb qui a son attaque était prolifique l'année dernière à l'Université de Washington avec Michael Penix au poste de quart. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de s'ajuster à la NFL. McDonald lui a donné des chances. Il lui a parlé durant la saison régulière. Alors moi, je suis d'accord avec cette décision-là. J'en parlais pendant toute l'année. Comme quoi que Ryan Grubb devait courir plus souvent avec le ballon. Il a refusé de le faire. Puis malheureusement pour lui, au bout du compte, ça lui coûte son emploi. Et en terminant, Nick Sorensen ne sera pas de retour comme coordinateur défensif des 49ers de San Francisco. La défense des Niners cette saison, terminée au 29e rang dans la NFL, elle avait terminé 3e l'année précédente. Oui, hein, lors des dernières embauches que Kyle Shanahan avait fait là, comme au niveau de ses coordonnateurs, tu sais, ça avait bien été. Souviens-toi, avant, on avait Robert Saleh, après ça, D'Amico Ryan. Mais là, depuis 2 ans, bon, c'est difficile. Mais également, l'unité défensive des Niners, elle n'est plus la même. La force de la défense des Niners, lorsque cette défense était parmi les meilleures de la NFL, c'est la ligne défensive. Cette ligne défensive-là, bon, elle a perdu des morceaux et des joueurs qui ne sont plus là. Les joueurs qu'on a amenés bon, pas livré la marchandise. Nick Bosa a connu une saison décevante, selon moi, selon les standards auxquels il nous a habitués par le passé. Alors, j'ai hâte de voir qui Kyle Shanahan va embaucher afin de redresser cette défense-là, mais même au niveau du repêchage, on va devoir adresser notre unité défensive. Bref, ça va être une saison morte très importante du côté des 49ers de San Francisco. Est-ce qu'on va donner un nouveau contrat également à Brock Purdy? On sait que Brandon Ayuk, sa saison s'est terminée en raison d'une grave blessure. Un genou, Christian McCaffrey, on ne l'a pas vu de l'année ou à peu près. Il a été constamment ennuyé par des blessés. Alors, tout ça, en plus
de l'embauche d'un nouveau coordonnateur. Tout ça, ça va être des choses à suivre lors des prochaines semaines du côté des Seahawks, du côté des Seahawks, oui, du côté de quelle équipe là, que je parle là? Je me suis distrait en lisant mes notes, j'ai vu Des le nom des 49ers. Seahawks. Là. Ouais, des 49ers de San Francisco. Moi, je suis resté dans la section ouest de l'association nationale. Là. Bon, ben, Didier, c'est en sur cette terminant, bourde. Ouais, vas-y. il faut vraiment parler du classement de nos prédictions de la saison. Allez voir le top Ah oui, on l'a 10. pas fait. Oui, oui. Ben non, écoute, je sais pas lire un plan aujourd'hui. Mais non, c'est pas grave. Ben oui, on le voit ici. Alors, tout d'abord, félicitations à Packers 188 qui a terminé en tête. Regarde-moi ça. 203 bonnes prédictions contre 69. Et puis, finalement, Marie, elle a terminé à égalité, oui, avec le Patriarche. 199 bonnes prédictions. Alors, c'est quand même 4 prédictions de plus. Hein? Alors, Packers 188 qui a terminé en tête. Puis on voit, toi, tu as terminé quand même en sixième position. Tu as terminé dans le Sixième top position, 10. C'est ouais. quoi? On avait 117 participants. Écoutez, on vous remercie aux gens qui se sont inscrits à notre pool de football. C'est la première fois qu'on faisait ça, bien sûr. On s'y est pris tard, finalement, pour envoyer l'invitation. On vous promet que l'année prochaine, on va envoyer l'invitation beaucoup plus tôt. On espère avoir plus de participants. Mais on vous remercie d'y avoir participé au cours de cette saison de la NFL. Absolument, absolument. Ah ben parfait. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour justement de cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On espère que l'épisode vous a plu. Permettez-moi de vous inviter justement à inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne YouTube, à liker les épisodes du podcast, à les partager. Alors, on se reparle la semaine prochaine alors qu'on saura quelles équipes vont accéder au deuxième tour des éliminatoires afin de rejoindre les premières têtes de série. Passez une bonne semaine.